Cette émission vous est présentée par Le Cosmo, La Coulisse, Crédit Mutuel Massif Central, Batipro, Azur et Hyundai Clermont, partenaire officiel d'Auvergne Légende du Sport. Voilà, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous présenter cette émission dans le cadre des grands événements Légende du Sport ici au Cosmo à Clermont. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux émissions exceptionnelles qu'on va vous proposer. Vous allez retrouver deux épisodes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, aujourd'hui mardi et demain mercredi sur les réseaux de Légende du Sport. Pour les fans de podcast, cette émission sera distribuée sur toutes les plateformes podcast. Et pour ceux qui nous regardent sur le site Légende du Sport, je vous propose les deux émissions en une. On ne s'arrête pas. Et tout cela sur la chaîne et le podcast legendedusport.com. Voilà, nous sommes à quelques heures de la rencontre de Ligue 1 Clermont Foot PSG. Et j'ai décidé de réunir les légendes du Clermont Foot de 1997 et également des invités prestigieux. Alors ils sont là et je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Voilà le public, puisque c'est une émission en live. On les entend ici au Cosmo. Alors je ne serai pas seul pour présenter cette émission. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Clermont Foot et il est également le plus bronzé des Auvergnats. Mesdames, Messieurs, Christophe Chastan. Bonjour à tous. Christophe, je crois que tu as un petit peu participé à cette épopée et également à ce match du PSG. Bah oui, comme tous mes collègues qui sont là, comme le coach, comme Richard qui était dans le staff dirigeant. Et puis les spectateurs, Jean-Luc qui commentait le match pour FR3 avec Yves Meunier. Et puis Bibo, je pense, qui était dans la tribune en passionné de football qu'il était. Voilà, bon, on va retrouver dans quelques instants, mesdames, messieurs, nos 4 premiers invités. Mais avant cela, le tout premier jingle. Crédit Mutuel Massif Central, Le Cosmo et Batipro vous présentent cette émission. Allez, ils sont nos invités avec celui qui nous reçoit aujourd'hui à Clermont, ici au Cosmo, Bibo Nazim Abad. Bonjour Bibo. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Comment ça va Bibo? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Richard Rulot. Bonjour Richard. Bonsoir. Bon, on peut applaudir à chaque fois qu'on donne le nom, on va se mettre un peu, on est dans un domaine sportif. Tu étais à la com, au marketing, au sponsoring. C'est ça. Il y avait plein de choses. Il y avait tellement de choses. On a essayé de faire tout à l'époque et c'est vrai que quand on voit les choses et l'évolution, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce que ça a évolué quoi. Il est l'un des personnages importants de la télévision en Auvergne, Jean-Luc Roussy. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bon, toi aussi tu as bien un lien avec cette génération et ce match bien sûr. Oui, il y a un lien, oui, parce que je commentais le match effectivement avec Yves Meunier pour passer les meilleurs moments. À l'époque, on avait décidé de passer un résumé, un grand format de 40 minutes, je crois, le lendemain midi. On n'avait pas la possibilité de le faire en direct, mais c'était quand même l'époque où les droits télé permettaient de faire un peu ce qu'on voulait. C'est plus tout à fait. C'est plus tout à fait, oui, c'est complètement. Ouais. Et notre dernier invité sur cette première partie, Thierry Coutard, le coach. Bonjour coach. Bonjour à tout le monde. Bon Christophe, on a 4 personnes très importantes avant ce match. Je pense que Thierry, c'était sa première saison au club. Il va pouvoir nous dire quelques mots sur son arrivée à Clermont, dans quelles conditions, comment on s'est dirigé tranquillement vers décembre 96. Et puis il va nous raconter la suite. À l'arrivée, comme un coach qui a été sollicité, j'étais à l'époque à Guéret, j'avais eu 2-3 sollicitations, une de Moulins, une de DS Montluçon et Clermont. Mais Clermont, il fallait se mettre en dispo. Donc je l'ai fait parce que je trouvais le challenge extraordinaire. Et puis on fait un début de saison, somme toute, j'allais pas dire banal, mais moyen. Hein. Et on avance tout doucement en Coupe de France. En fait, il y a eu une première partie, ça a été jusqu'à ce match à l'Etra, en 64e de finale de la Coupe de France. Et quel match? Et quel match? En lui-même, c'était pas un grand match. Quelle fin de match? Parce que même Aguad a marqué, donc c'était pas un grand match. On lui demandera tout à l'heure. Oui, c'est sûr. Mais parce qu'il avait fait pénalty d'un côté, puis il s'était bien rattrapé. Bon. Le cocasse de l'histoire, c'est effectivement d'avoir tiré de mémoire 34 tirs au but. Je crois que ça doit rester dans les annales.
Jean-Luc, on a échangé, ça termine pratiquement à la nuit au phare de voiture. Oui. C'est ça. Il n'y avait pas de. Tu étais là. Il n'y avait pas d'éclairage et c'était le poteau d'éclairage du parking, je crois, qui a servi d'éclairage. Alors, Avec les phares de certaines voitures aussi qui permettaient de rajouter un peu d'éclairage parce que sinon. Ça joue pas. Non, si le match avait été arrêté, les trains étaient c'est ça le sketch. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Alain Dalland, président, va voir l'arbitre et lui dit on ne peut pas continuer, on ne voit plus rien. Mais il dit soit. L'arbitre lui dit sauf que c'est eux qui sont qualifiés. Donc d'un seul coup, continue. on voyait comme en plein jour. Tu parles. Fait. 13-12. Et donc on doit avoir, Olivier le sait bien mieux que moi, je crois qu'Etra doit avoir 3 ou 4 fois la gagne dans le match. 3 fois. Ouais, c'est ça, 3 fois. Ouais. 3 fois avec donc un double poteau dans son dos à un moment donné, même. Voilà. Paf, paf. Et ça C'est ressort. dire. Et pour la petite histoire, l'Etra nous avait envoyé, vous vous rappelez, la semaine suivante ou 15 jours après, des photos du but, du poteau, et il y avait un petit bouquet de pâquerettes, je sais pas quoi, du poteau, avec beaucoup d'humour, en nous souhaitant bon vent. Bon, oui. Et Robert Herbin assistait au match. Oui, puisqu'il habitait pas très loin, et puis l'Etra était un petit peu son club de cœur après l'AS Saint-Etienne, bien évidemment. Richard, le début de l'aventure, on échangeait avec Christophe, on vivait des moments difficiles quand même financièrement, c'était pas non plus des la moments panacée. très difficiles, puisque aujourd'hui, c'est vrai que ce match à l'Etra nous permettait d'envisager l'avenir un peu sous de meilleurs augures, puisque aujourd'hui, à l'époque, c'était la valeur d'une trentaine de mille euros aujourd'hui. En plus, il y avait notre ami et je lui fais un clin d'œil aussi, Walter, qui malheureusement n'est plus là, Walter Paviolo, qui était un de nos sponsors principaux et qui, à la fin du match, avait mis une rallonge en tant que partenaire. Et c'est vrai que ce match nous a fait partir et avec un envol vraiment formidable, parce que toute la suite, Thierry, je pense qu'il va nous la donner au niveau sportif, mais c'est vrai que ce match, on l'avait préparé nous de notre côté, mais je peux te dire que sincèrement, on mouillait, comme on peut le dire, excusez-moi. Il y a de l'engouement à ce moment-là, Jean-Luc, dans les médias pour le Clermont, Foot. Non, Tu le sens après ce match-là ou faut attendre Non, mais là, avant le match, c'est un tour classique de Coupe de France. Bon, après, le scénario 13-12 au tir au but, c'est pas le record. Je crois que le record, en plus, avait été établi l'année précédente par un club alsacien, où il y avait près de... Ça devait être 20 ou... j'ai plus le score en tête, mais 17-16, je crois. Et là, c'était 13-12, donc bon, c'était... Il était temps que ça s'arrête. Et là, le fait de se qualifier 13-12, là déjà, ça a été médiatisé. Parce que c'était quand même unique. Unique, oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on ne pouvait pas envoyer les images du résumé. Donc ça a dû se terminer vers un peu avant 18h, donc très tard. Et il fallait rentrer à la télé pour amener la cassette les rushs, du match, les rushs, et on a pris un radar. Ouais. Mais on a ramené les. Il y en avait déjà les radars. Il y avait déjà les radars. C'était pas mal. Ouais. Thierry, ça amène sur cette épopée et ce match qui nous concerne tous, enfin qui vous concerne tous, parce que bon, on est un petit peu plus jeune et malheureusement, je n'ai pas pu participer avec vous. Je l'aurais aimé, ce match face au PSG et cette ambiance qui a dû, je pense, se créer avant. Ça devait être un peu la folie. Oui, c'est ça. Surtout le grand PSG. C'était un peu, voilà, c'était dans Clermont, ça tombe en plus. Rappelons-nous, ces grèves à la T2C, ces licenciements en cours chez Michelin. Bref, on tombe dans un contexte quand même assez pessimiste au niveau de Clermont. Et la préparation, oui, ça a été compliqué parce que même la vente des billets qui s'est faite à la Maison de la Culture, c'était pas une très bonne idée parce qu'il y a failli y avoir des émeutes. Enfin voilà, on n'avait pas l'habitude, quoi, tout simplement. On avait le même problème que dans quelques jours, les places. Ouais, il y avait le stade, il faisait pas 50 000. Non, il faisait 9 000. Et pourquoi on joue pour Michelin? Parce qu'aujourd'hui, on a souhaité jouer chez nous, d'abord pour les joueurs et pour l'équipe. D'accord. Donc ça, c'était une vraie volonté. Mais c'est vrai que quand on a eu le tirage, pour nous, ça a été déjà comment faire. Donc c'était très important d'avoir ce tirage-là. Mais on était assaillis, je veux dire. 9000 places 9000 places. Le montage de 3 tribunes en face, des praticables. À l'époque, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, ou il y avait quand même des normes importantes? C'était plus facile que maintenant, mais c'était des praticables limite entre guillemets. Mais c'est surtout la vente et la préparation de la billetterie. Ça a été un travail énorme, d'abord par des bénévoles, parce qu'il fallait préparer toute la billetterie en amont. Et puis cette fameuse journée où
où je pense que Jean-Luc a peut-être fait des images à une époque, mais il y avait des gens qui étaient là la veille à 1h du matin, qui avaient planté la tente au boulevard François Mitterrand. Un peu comme un grand concert de rock. Et ils attendaient l'ouverture le matin, et l'ouverture du matin, l'erreur c'est qu'on les a accueillis dans le hall, on a été submergés et assaillis, et on a fait un plan de recul, je ne sais pas si tu te rappelles Thierry, avec la police, qui nous ont mis carrément dans le théâtre pour justement passer les personnes une par une. Bibo, toi tu as ces souvenirs lointains de ce match-là, et où quand tu en parles avec les copains. J'ai surtout le souvenir du match. J'ai pas le souvenir d'avoir fait la queue devant la gare routière. C'est parce que tu connaissais du monde peut-être pour entrer? Non. Déjà à l'époque. On était déjà partenaires à l'époque. Et oui, j'ai des souvenirs du match, évidemment. J'y croyais pas, hein, comme la plupart. Ouais, on va y revenir tout à l'heure avec les joueurs, avec le scénario. Scénario incroyable. Je sais pas si des spectateurs ont quitté le stade à 4-1, je crois pas. En tout cas, pas moi. Si, on dit, dans le public, on entend si. Eux, ils ont dû regretter. Ils ont dû regretter à 8. J'ai juste, si je peux me permettre, un souvenir d'un certain joueur du PSG qui s'appelait Koé, quittant la partie à 4-1, saluant le public gentiment. Et à son retour du vestiaire, quand il a regardé le tableau du score, il n'a pas compris. Et cette image, elle m'est restée depuis, au-delà de la fin du match où ça a été l'invasion du terrain. La folie, la grande folie. Cette image de Koé m'a beaucoup marqué. Thierry, la préparation de ce match, Christophe, comment tu l'as vécu également, tous les deux, vous pouvez en parler un peu? Il y a des stages, est-ce qu'on part en stage comme les pros? Il y avait eu un premier stage déjà en Tunisie à Noël, puisque lors de la reprise concoctée par coach Coutard, malheureusement il avait neigé. Oui, on fuit la neige alors. Et comme on avait un président qui tenait une agence de voyage, ça facilite un peu les choses. Ça tombait bien. Et l'anecdote, c'est qu'on part en stage en Tunisie avec Saint-Étienne qui est à gauche dans l'avion, en costume, impeccable, et nous un peu en mode touriste, avec certains derrière moi qui avaient presque la guitare dans les soutes. Tu peux citer et le room service qui passe, et coach Coutard, bon bien sûr pas plus de 3 bouteilles par personne. Donc un stage champêtre mais sérieux en Tunisie pour préparer, donc quand on est rentré la veille, on avait joué Lorient en 32e, qualifié, bref. Et puis après l'avant PSG, c'est qu'effectivement à partir de la vente des places, on était très sollicités médiatiquement, les joueurs, c'était un peu forcément usant, ça te bouffait du jus. Et puis après, il nous a amenés à la campagne au VVF de Paran pour préparer le match pendant 48 heures pour sortir un peu de cette effervescence clermontoise. Richard, ça sauve le club, ce match, avec les billets, l'argent qui rentre, ça aide? Alors, quand je dis ça sauve, le club était pas en train de mourir, avec le match déjà de l'Etra, le club avait respiré énormément. Après, il y avait eu Lorient et Martigues, où là, franchement, on avait pris un gros bol d'air. Puis c'est vrai que là, on était différemment reconnu, parce que je vous citais une anecdote du président Giscard d'Estaing à l'époque, qui était président de la région Auvergne, et qui avait dit en fin de compte, vaut peut-être mieux que j'investisse, parce l'Auvergne n'était pas partenaire du Clermont Foot. Et donc il a dit, vaut peut-être mieux que j'investisse sur le club en tant que partenaire que d'acheter une passe dans l'Express. Parce que la résonance médiatique de l'époque, avec notamment la présence de la photo d'Olivier un peu partout, en Norvège, etc., avait fait qu'on avait parlé de l'Auvergne. Donc le club était sauvé, et il faut voir aussi ce qu'on avait essayé de faire, qu'on ne pourrait plus aujourd'hui, la pannotique, c'était démentiel, quoi. Je veux dire, on avait mis des panneaux partout, même si on n'avait pas le droit. Enfin, on essayait d'en caser partout, quoi. Un peu comme Jean-Luc, où vous aviez le droit de faire un petit peu ce que vous vouliez niveau télé. C'est pas avec quelques normes, mais bon. Moi, je me souviens du matin du match, surtout parce qu'on avait décidé de faire quelques images du Paris Saint-Germain, qui débarquait à Clermont. Je pense qu'ils étaient arrivés le matin même. Au Novotel, et donc je vais voir à l'époque la direction du Novotel pour essayer de faire quelques images de l'équipe le matin du match. Bon, il y avait quand même quelques stars, Rai, Ricardo entraîneur, donc voilà, pour avoir quelques plans de l'équipe. Ils nous disent ok, pas de problème. C'était assez cool quand même. Et puis là, j'ai vu quand même la mentalité des joueurs et de l'équipe et du club, parce que je pense que c'est une affaire de dirigeants aussi. Il y avait 4 gamins qui étaient à proximité du parc, qui voulaient des autographes tout simplement. Il n'y a pas un joueur qui s'est
qui s'est déplacé, sauf Paul Le Guen. Ouais. Oui. Ouais, là, je me suis dit, ouais, Bon. ils font chier. Là. Faut Ouais. absolument Les taper. faut absolument les taper ce soir. Mais bon, voilà, c'était. Mais on avait accès quand même, voilà, ce qu'on pourrait plus faire. Je pense que là, Je pense que là, pour le match du PSG, ça va être. on va On sait pas, essayer, on sait pas déjà où ils vont on va dormir. essayer pour Oui. rigoler de faire la même Savoir, chose. ils Mais ça sont- serait marrant. Mais je pense que tu seras peut-être bloqué un petit peu avant par le service de com, enfin le service de sécurité du PSG maintenant quand il se déplace. Thierry, tu vas rester avec nous pour la suite et la deuxième partie. Je voulais juste dire un point. Ah oui, vas-y. Notre campagne de Coupe de France se réduit toujours et encore, et forcément au Paris Saint-Germain. Mais j'aime à rappeler quand même que, alors il y a eu les Tras, mais il y a eu un match énorme contre Lorient. Et Marty, qu'on tape en 16e, qui était premier en D2 à l'époque. Voilà, c'est ce que tu dis, Christophe, en préparation. Ce qui a été en Deux amont du grosses PSG, équipes c'était de pas mal Ligue quand même. 2, de D2. hein. Deux Et gros Nice. clubs de Ligue Et 2. Et Sortir par Nice, non? Et Nice. Oui, on se fait sortir en quart de finale par Nice. Ouais. par Et le Nice, club a qui, date anniversaire aujourd'hui, même si on ne va pas la donner, ouais. mais on peut ajouter Nice, donc, qui avait gagné la Coupe de France et qui descendait en Ligue 2. Mais on pourra ajouter aussi un match au Montpied contre Cournon avec la patte gauche de Philou Amblard en pleine lucarne, au fin fond des prolongations contre Cournon. Cette fois-là, je crois qu'il nous avait sorti une belle épine du pied aussi, à la 120e contre Et il faut Cournon. toujours repenser au premier match. Ouais, premier et deuxième tour, c'est important. Et voilà ce match incroyable, puisque nous sommes dans la semaine de ce Clermont Foot PSG. C'est pour ça que c'était important de se replonger sur cet avant-match et la préparation et la folie qui a habité cette rencontre. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette première partie. Merci Richard, merci Jean-Luc et merci Bivo. Merci. Tu reviendras Bivo tout à l'heure. Hein. Merci. Ouais, merci beaucoup. Et dans quelques instants, changement de plateau et deuxième jingle. Hyundai Clermont, Azur et La Coulisse vous présentent cette émission. On va applaudir Olivier Enjolras, Bonsoir. Michael Bessac, Bonsoir. Emmanuel Vigourou, Bonjour. Et Gilles Grouex. Enchanté. applaudissements, et Thierry Coutard qui est resté avec nous bien évidemment pour parler de ce début du match. Alors on va planter un petit peu le décor, on va parler de la 0 à la 70e minute, c'est ça Christophe? Oui, c'est ça, une première partie de match. Première partie de match qui ne s'est pas forcément très bien passée, mais ensuite demain, nous aurons la suite avec la fin de la rencontre jusqu'à la fin des prolongations. On aura les pénaltys et puis voilà, on aura plein de choses à dire, mais ça sera demain. Aujourd'hui, on parle de la 0 à la 70e minute. Qui débute? Christophe, on va faire parler qui là pour Thierry il va lancer un peu l'avant-match dans le vestiaire. Bah oui, En face, il y avait quand même les vainqueurs de la Coupe des Coupes 96, avec Ryan Gotti et Lama dans les buts qui avaient joué l'Euro en Angleterre juste avant. Avec Rai, 96, Rai, etc. Ouais, on jouait le PSG, quoi. Hein. Donc, c'est-à-dire, la préparation, c'est de dire d'essayer de faire bonne figure avec le parcours qu'on venait de faire. Et je crois qu'on en était tous là, même si on ne criait pas haut et fort, finir en beauté, faire quelque chose de chouette, parce que dans la tête de tout le monde, on devait en rester là. Sauf que, alors, si on fait qu'une première partie, voilà, ça découle gentiment, première mi-temps, 1-0, 2-0 à la mi-temps. Donc 2-0 à la mi-temps, franchement... Je dis quoi à la mi-temps? Je dis quoi à la mi-temps? Alors, ouais. Il y a des coachs qui sont ici, hein, qui ont l'habitude. Il y a des fois, on est des vrais comédiens, quoi. C'est-à-dire que je sais, je leur ai dit sur le banc de touche, je me rappelle très bien ce que je leur ai dit, entre autres, que sur le banc de touche, je l'ai trouvé fébrile. Et que si on avait le bonheur de revenir assez rapidement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Franchement, j'y croyais pas. Mais ils t'ont cru? Non, enfin, ils ont été polis, ils m'ont écouté, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aient cru. Et en plus, le truc dont je me souviens très bien, c'est quand on rentre à la mi-temps pour aller au vestiaire, je suis derrière Domergue et Denisot, Domergue, directeur sportif de l'époque, et Denisot, président. Et Denisot dit à Domergue, je suis derrière, je suis à 1 mètre derrière. Hein. Il lui dit, on traîne pas à la fin, on file. Hein. Donc pour eux, c'était plié. Ah, il y a l'avion qui sauf qu'il a fallu qu'il reste un petit peu quand même. Ah oui. Et ils ont... Donc à la mi-temps, c'est ça. Les prolongations d'Auvergne. 2-0 normalement, mais encore qu'on ait pris des buts foireux, mais comme toujours dans ces cas-là. 2-0 normal. Et puis voilà, quoi. Si la logique des choses, c'est parti. Et maintenant, il reste à faire une bonne deuxième mi-temps pour pas prendre une fessée. Voilà. On va revenir sur la première. Emmanuel, toi, comment tu le...
Tu le vis déjà cet avant-match? Comment tu l'as préparé la veille, l'avant-veille? J'imagine qu'il y avait devoir une pression avec les copains, la famille. Surtout qu'ils ont les défenseurs, ils ont des bons clients, puisque bon, Rai, vous l'avez dit en milieu offensif, mais il y a aussi Loco et Deli Valdés. Oui. Donc, ce qui se fait de mieux en championnat de France. Donc on était apparents. Et il faut savoir aussi quand même, comme tu le disais coach, c'est-à-dire qu'on avait joué avant Lorient, qui était un collectif, le fameux 4-4-2 de Christian Gourcuff. Après c'était Marty, qui était plutôt une équipe du Sud typique, plutôt physique. Et puis là on rencontrait PSG avec des individualités. Donc comme dit Christophe, on connaissait toutes ces individualités. Il y a de la vidéo déjà? Vous travaillez un peu la vidéo, les montages? Non. C'est pas nécessaire coach, hein. Ouais. Non. Je pense surtout pas parce que Surtout pas. On n'aurait pas joué. On aurait pu jouer après. Et puis, Donc justement, alors après, on savait qu'il fallait d'abord gérer et ne pas prendre trop de buts. Et surtout les vagues, parce qu'on a subi de nombreuses vagues, on perdait assez rapidement le ballon. Donc après, nous, les défenseurs, il fallait essayer de gérer les individualités, de prendre le dessus individuellement. Et puis après, de voir ce qui allait se passer plus tard. Mais on a vu que après, c'était pas si mal que ça. Il y avait Olivier derrière, de toute façon. Déjà, mais il y avait les défenseurs aussi. Il y a eu des défenseurs et Olivier était. Et toi, quand ça commence, un but, deux buts? Là, c'est difficile parce que, comme l'a dit Thierry, on n'a pas envie de prendre une fessée. Et puis surtout, on espère que ça va bien se passer. Et puis ça démarre pas de terrible. Mais après, on redresse la tête. Et puis, il y avait cette qualité-là dans cette équipe. On pouvait marquer à tout moment, quoi. Donc, moi, le souvenir que j'en ai, c'est que, mais même en championnat, n'importe quand, on était capable de marquer à tout moment, quoi. On avait des joueurs qui étaient, quel que soit l'adversaire, qui étaient capables de marquer, quoi. Donc, quand on commence à revenir au score, on se dit pourquoi pas, quoi. Mais sans vraiment le souhaiter, mais vraiment, on se dit pourquoi pas, quoi. Bon, votre capitaine n'est pas avec nous, il est resté bloqué dans le sud, mais nous l'avons en invité et en interview. Voilà, Nicolas Lebellec avec nous en interview téléphonique. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Jérôme. On est malheureux de ne pas t'avoir avec nous. Ici, au Cosmo, je crois que tu es dans le sud, hein. Difficile de venir à Clermont pour cette soirée. Ouais, c'était pas pratique en semaine, c'est pas évident, mais c'est vrai que j'aurais voulu vraiment être présent pour retrouver tout le monde, parce que c'est des moments importants aussi, des moments de partage, et c'est vrai que ça m'aurait fait vraiment plaisir. Tu as côtoyé les copains pendant 3 saisons, hein, de 95 à 98, et tu étais le capitaine à l'occasion de cette épopée. Qu'est-ce que tu retiens de ces moments magiques et cette épopée avec bien les joueurs et les copains qui sont avec nous ce soir? Ouais, il y a plein de choses qui reviennent, hein, mais comme tu le dis, dans une carrière ou dans une vie, on retient que souvent c'est ces moments forts, et c'est souvent des exploits ou des montées quand on monte de division. Et là, cette épopée en Coupe de France a été fabuleuse, parce est-ce qu'on était inconscient par rapport à tout ce qu'on a fait sur le moment, insouciant. C'est ce qui nous a aussi, je pense, permis d'aller loin. Mais quand on revoit un petit peu tout le cheminement, on se rend compte que dès les premiers tours, il faut se rappeler que le club était en grosse difficulté. Alors nous, on était peut-être inconscients de cette situation-là, insouciants. Le club était proche du dépôt de bilan, et puis c'est l'année où on fait l'épopée en Coupe de France. Donc voilà, et je pense qu'il y a des choses aussi qui sont écrites, qui doivent se faire. Le rôle de capitaine, il est important dans une épopée? Moi, sincèrement, je pense pas. Je pense que j'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas eu le sentiment d'avoir emmené tout le monde avec moi. Je pense que c'était un groupe qui croquait dans ces moments-là, qui vivait pleinement les choses, et j'ai accompagné le groupe. Moi, j'étais pas un véritable leader. J'étais plus un leader, je pense, à travers mon jeu, par rapport à ce que je voulais apporter. Mais en rôle de capitaine par rapport à ça, non, je pense pas que j'ai apporté un gros plus. Tu t'es imaginé soulever le trophée une fois après les victoires? Non, j'étais pas. Je vivais pleinement, comme je dis, hein, c'était au jour le jour. Mais c'était tellement énorme ce qui se passait sur Clermont. Quand on voyait la ville comme elle était en ébullition, on croquait là-dedans, parce qu'on n'était pas habitué à ça, tout simplement. C'était quelque chose de nouveau. Et
rien que ça, ça me suffisait, quoi. Mais c'est vrai que le match de Nice, on l'a en travers parce qu'on aurait pu passer aussi. On a peiné physiquement, ça a été difficile, et puis ça n'a pas basculé du bon côté, tout simplement. Mais c'était extraordinaire. Ouais. J'imagine que tu n'es pas surpris de l'engouement des supporters que l'on vit actuellement en Ligue 1, car vous aviez également connu cette liesse populaire des supporters du Clermont Foot, des supporters auvergnats. Comment tu le vis, toi, cette saison de Ligue 1 ? Depuis que je suis parti, j'ai suivi les résultats du club. Je les ai même vus jouer ici à Montpellier, quand ils sont venus jouer à Montpellier. Je suis allé les voir jouer, donc ça fait plaisir de voir cette équipe. En plus, c'est une équipe qui développe du jeu. Mais après, quand on parle on sait que l'Auvergne, c'est une terre de football. Hein. Moi, j'avais fait 3 années à Vichy. J'avais passé du temps aussi en Auvergne, donc je savais que c'était une vraie terre de football. Et puis, on le voyait, même nous, à l'époque, en scène 3, je crois, c'était au CN2, on amenait du monde. Hein. Même si c'était pas sur le Mont-Pied, c'était sur l'annexe, il y avait énormément de monde. Et puis après, dès qu'on est passé sur le Mont-Pied, tout de suite, avec les résultats, on a vu que ça suivait, quoi. Donc, c'est une terre de football, hein, l'Auvergne. Je suis pas surpris de tout ce qui se passe, et la ville et la région le méritent, tout simplement. Nicolas, pour terminer, est-ce que tu as un mot à dire ? Tous tes copains t'écoutent, là. Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose ? Dans ma carrière, quand je retrace un petit peu tout ce que j'ai vécu, que ce soit comme joueur, comme entraîneur, voilà, si je dois retenir quelque chose, c'est les moments qu'on a vécu ensemble, à la fois les moments difficiles au début dans la construction, et puis après derrière, tout simplement ce qu'on a partagé, qui restera gravé dans nos têtes. J'ai apprécié de découvrir des gens qui aimaient fortement leur club. Il y en a beaucoup qui étaient imprégnés, puis qui vivaient beaucoup pour leur club. Et puis des gens de l'extérieur qui sont intégrés dans le projet. Donc des gens simples. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire quelque chose de fort. Nicolas, merci beaucoup, et on te souhaite plein de réussite dans ta nouvelle vie de coach. Merci Nicolas Lebellec. Merci à vous, et je vous embrasse tous. Voilà, on peut applaudir très très fort Nicolas Lebellec. Votre capi, Mickey, fait plaisir d'entendre son capi. Oui, ça fait plaisir. Moi, je suis très proche de Nico. On a gardé de contact permanent. Donc voilà. Non, c'est plus qu'un coéquipier. Il est humble quand il dit le rôle de capitaine. Il est pas forcément très important dans une épopée. Il est un capitaine dans un vestiaire. Bah, ça m'étonne pas de Nico. Après Nico, voilà, il dit qu'il nous a pas poussé. C'est quelqu'un qui était leader, sans être quelqu'un qui parlait beaucoup. Il était leader, déjà il voulait tous les ballons, il était casse-pied, il voulait tous les ballons. Donc si on lui donnait pas, on se faisait engueuler. C'était son côté leader, mais ça démontrait aussi qu'il était capable de prendre le jeu à son compte. Il était capable d'assumer. Donc c'était son côté leader, et il allait vers l'avant et provoquait. Donc non, il avait un rôle forcément important, certainement à discuter avec le coach aussi. Donc toi aussi, tu as eu un rôle important dans cette épopée, ce match. Ouais, j'ai essayé de faire comme les potes, ce que je pouvais. On est jeté dans le grand bain. C'est le grand saut dans l'inconnu. On joue une équipe qui est un monstre du championnat de France. Vous étiez impressionné ou pas ? Vous aviez évacué ça ? Alors, pour ma part, quand on est sorti de Clermont le jeudi là, qu'on est parti. Il y a eu vraiment un vide, c'est-à-dire qu'on est sorti de la ruche un petit peu clermontoise, donc là le soufflet est un petit peu retombé. On a passé 2 jours apparents avec les journalistes de TF1. Enfin, il y avait Hervé Matou notamment avec son équipe. Moi j'ai tissé des liens avec lui. Je me souviens qu'il y a eu cette parenthèse là-bas, et en fait moi je me suis vraiment rendu compte de l'impact quand on est revenu en bus. Quand on s'est approché du stade, on a vécu des moments avant le match, on rentre sur le terrain pour reconnaître le terrain, le stade il est plein, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en CFA. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a forcément, il y a une petite pression qui monte, et puis on est tous, à mon avis, ça nous a tous traversé l'esprit de se dire, c'était le bouquet final, hein, c'était le bouquet final dans notre tête, mais quand même, bouquet final, pas de fessée, quoi. Donc il y a quand même cette petite pression. Et après, elle disparaît au coup d'envoi.
Elle disparaît au coup d'envoi. Donc où là, on est voilà, les 11 premiers à commencer, on est balancé dans le grand bain et puis après on fait ce qu'on peut. Donc les événements sur le terrain, vous les connaissez, mais je pense que ça, l'appréhension pour moi, elle disparaît au coup d'envoi. Et voilà, on est. Enfin, je veux pas plomber l'ambiance, mais moi j'ai une pensée pour Malou, qui est voilà, on est tous là ce soir. Notre coéquipier, donc lui qui malheureusement qui n'est plus là, qui a eu un accident de voiture quelques semaines plus tard. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour l'associer à cette soirée. Bien évidemment, on pense très Malou, c'était l'avant-centre. C'était le barracuda un peu de notre équipe, tu avais fixé les défenses. Et par rapport à ce que tu disais, donc, et ce que dit Mick, c'est qu'effectivement, je me rappelle des mots de Thierry avant de rentrer. Il nous a parlé de la mi-temps, mais avant de rentrer sur le terrain, c'était surtout les regarder pas dans le tunnel, sauf qu'ils sont à côté de toi. Donc tu es bien obligé. Ils sont costauds. Si tu veux, quand tu vois le maillot de Paris, effectivement, tu tournes un peu la tête et quand tu vois Ngoti, quand tu vois Wright, tu as l'impression d'être un U15 à côté. Donc effectivement, là, tu te dis, bon, c'est quand même le PSG, ça va pas être simple. Et comme l'avait dit, une fois que tu rentres sur le terrain, que le coup de sifflet est parti, voilà. Et après, on peut parler aussi de la stratégie avant de donner la parole à Gilles derrière. C'est que Mickey l'a pas dit, mais il joue un poste, ce match-là, qui n'existe plus dans le football moderne. C'était une stratégie, pas des coachs, de coach Coutard, qui avait quand même, face aux offensives de Paris, qui avait quand même mis un peu les barbelés, essayé de mettre les barbelés, avec 4 défenseurs et Mickey qui jouait décrocher ce qu'on appelait un peu libéraux derrière, pour couper. Et Olive, qui avait fait le plein de gants chez son équipementier Philippe Amblard, au cas où, et qui avait déjà usé quelques paires en première mi-temps, notamment un bel arrêt sur rail, je me souviens, un enchaînement. Voilà, donc ça c'est un peu dans le tunnel. Et puis après, pour finir, c'est que effectivement la première mi-temps c'est PSG, on fait notre truc, ils sont pas exceptionnels, on prend des buts un peu. Ils vous prennent de haut un petit peu? Non, ça on l'a pas ressenti. Ils sont faciles. Attends, ils jouent face à une Nationale 2, ils sont champions d'Europe juste avant. C'est pas qu'ils nous prennent de haut, mais ils nous prennent normalement. Ouais. Et si tu veux, il y a 2-0 effectivement. Voilà. Et ce qu'on peut demander à Gilles aussi, oui, Gilles, derrière nous, Gilles Grouez, qui dit coach, dit faire des choix. Tu l'as dit Thierry, certains d'entre nous ont coaché par la suite. Et faire des choix sur un match comme ça doit être compliqué quand on est coach. Et Gilles, qui n'était pas forcément tout le temps titulaire, de mémoire, pas toujours, pas toujours à ce poste. Je ne l'étais pas depuis un certain temps, voilà. depuis il y avait eu un le match de l'Etra, voilà. où j'ai pris un beau travers qui m'a... Après, j'étais en délicatesse pendant les matchs suivants, que ce soit en championnat ou que ce soit en Coupe de France, avec une cheville. Et j'ai repris l'entraînement à peine 15 jours avant le match du PSG. J'avais une grande envie de jouer, je ne sais pas pourquoi. J'ai montré beaucoup d'envie, peut-être plus que d'habitude. Je me souviens que quand Thierry venait voir les petits jeux qu'il avait confectionnés, je sautais plus haut ce jour-là à l'entraînement, je courais plus vite. Il y a certains qui vont se reconnaître, qui vont nous écouter. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance et il m'a honoré de la tâche de prendre rail en individuel, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je déteste ça. J'étais plutôt un peu élastique au niveau du marquage. Christophe savait me le rappeler. T'as pas refusé, c'est marrant, t'as pas refusé. J'ai pas refusé, Thierry. Et je t'en remercie d'ailleurs. Donc je revenais de blessure. Il y a une petite anecdote chaque fois que je revois la photo de famille avant le match. Tout le monde me dit mais t'es sûr que t'as pu jouer? Et effectivement, j'étais complètement livide, j'étais blanc, mort. J'ai juste pris un sucre avec de l'alcool de menthe et c'est reparti. Mais bon, c'était que des super moments. Et puis oui, pour quelqu'un effectivement qui avait disparu des écrans radars, j'étais super content de faire partie de cette aventure. Je savais en même temps que je prenais la place certainement de quelqu'un qui avait permis d'en arriver à ce niveau-là. Et je me devais de donner le maximum. C'est pour ça que j'ai joué que 60 minutes. Je pense que j'en avais pas plus dans les chaussettes. Et c'était un super moment, même si effectivement, moi, en toute sincérité, quand j'étais dans le couloir, je les ai badés, hein, comme l'aurait fait n'importe qui. J'étais plus jeune que maintenant, forcément. J'ai, comme tout le monde, récupéré un maillot, celui de Paul Le Guen. Il est au chaud à la maison. Et c'est vrai
vrai, c'est que des bons moments, même si on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. C'était génial. Et quand Olive était sur la barre transversale et que tout le monde faisait le tour du terrain, je pense que j'avais la tête entre les mains. J'étais tout seul dans le vestiaire à faire les 100 pas avec Momo, parce que c'était la seule personne qui était encore dans le vestiaire. C'était le désert le plus complet et c'était un moment de plénitude et je l'oublierai jamais. Merci beaucoup, Gilles. Merci. On peut applaudir ce beau témoignage. Avant de se quitter pour cette fin de cette première partie, on est toujours à 2-0, mais ça termine à 70e minute. Il y a 4-2, il y a quand même 2 buts. Alors, le PSG en marque 4. Christophe, comment ça se passe? Donc il y avait les 2-0 à la mi-temps. Tu as parlé de son speech de la mi-temps où l'espérance c'était donc de pas en prendre trop. Et puis il y a une erreur technique entre Le Guen et Ngoti, enfin surtout Ngoti qui fait un contrôle un peu long. Et puis grâce à ma vitesse, il n'y avait pas la VAR à l'époque. Je prends de vitesse et ce qui fait qu'on obtient un penalty. Donc un penalty en début de reprise que Mickey marque face à Lama. Donc il peut nous en toucher un mot. Nous on se dit penalty 2-1, c'est bien contre Paris qu'on a marqué un but. Bah ouais, à ce moment-là, finalement, le discours de l'acteur de la mi-temps porte ses fruits. Non, au moment où le pénalty est sifflé, je suis directement concerné parce que voilà, c'est la hiérarchie est établie, c'est moi qui tire. On se sent seul. On se sent seul. Il y a 9000 personnes, mais on se sent seul. Donc, il faut que je traverse le terrain parce que je joue derrière. Donc, voilà. Après, en fait, l'anecdote, c'est que j'en ratais un en championnat la semaine d'avant. J'en ratais un en championnat la semaine d'avant sur mon côté de prédilection. Voilà. Je tirais très souvent en ouvrant le pied et je le manque en championnat. Donc, bon, voilà, je réfléchis un peu, j'ai le temps parce que j'y vais en marchant tranquillement. Et puis après c'est le vide, quoi. Je cherche à. J'ai décidé. Quand je rentre dans la surface, j'ai décidé, donc le temps que je récupère le ballon, le temps que je le pose. Et puis après, je ne me pose pas de questions, j'ai décidé de frapper fort, parce que j'ai décidé de changer de côté, donc j'ai décidé de frapper fort. Et tu as bien fait. Et j'ai bien fait parce que le souvenir que j'ai, aujourd'hui, le penalty aurait été à retirer, je ne sais pas, mais s'il l'avait arrêté, il aurait été à retirer, parce que le souvenir que j'ai, c'est qu'il a énormément avancé pour fermer l'angle. Donc il était largement devant sa ligne de but au moment où moi je frappe. Et effectivement, il touche le ballon, mais le ballon est suffisamment fort et rentre quand même. Donc c'est vrai que là, c'est forcément un moment d'extase perso. Et puis après, on se remet dans le coup, même si on n'a pas savouré très longtemps. Mais c'est un moment sympa. Et parce que ça enchaîne après, Olivier. 2-1. Ouais, 2-1, 3-1. 3-1, 4-1. On revient après à 4-2. Donc après, j'allais dire tout le monde est déjà satisfait. On a vu des buts. On 70e minute, 4-2. On n'a que 2 buts d'écart. Maintenant, on essaye de fermer le plus possible défensivement. Donc, ce que tout le monde a fait est bien fait. Voilà, 4-2, nous sommes à la 70e minute et c'est comme cela que va se terminer cette toute première émission. Quand même, hein. Il y a eu du changement. Alors, il y a eu des changements. C'est avant la fin de notre première émission, Christophe, ou on va enchaîner avec la deuxième émission? Là, on est passé du 2-1, effectivement, et Olivier l'a dit, il s'enchaîne avec 3-1 et des changements déjà à 2-1. Gilles l'avait dit, il y a Stéphane Lestrade qui le remplace à 2-1, et puis après il y a 3-1, il y a Mika Riberol qui rentre. Et puis en fait, dans ce match, moi j'ai le souvenir qu'en fait le 4-1 il dure qu'1 minute en fait, puisqu'on a Manu Jobert, notre latéral gauche, qui doit être par là, qui nous fait un centre dont il a le secret, un centre tir-frappe. Il se trouve que je me trouve sur la trajectoire. Ça tombe bien. Un geste d'attaquant, je le pied, donc ça fait à 4-2. Donc en fait, le 4-1 n'a duré qu'1 minute. Au milieu des changements, et on se retrouve à 4-2 avec 3 joueurs frais sur le terrain, puisque Philippe Amblard rentre juste après ce but-là, et avec 3 joueurs de foot, de ballon, Stéphane qui courait beaucoup, on l'appelait 3 poumons, et j'ai envie de dire qu'à 4-2, tout le monde est content, effectivement, et on ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Mais par contre, ça va être intéressant justement de demander aux joueurs rentrants comment ils ont abordé ce match. Coach, quand tu fais les changements, c'est pour gagner ou c'est pour faire participer tout le monde? C'est-à-dire que pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le choix de Gilles
plutôt que Stéphane, parce qu'il a fallu faire un choix, c'était un problème de taille. C'est-à-dire que Rai, c'était pas Messi, il faisait pas 1m22, il faisait un peu plus d'1m90. Donc il me fallait physiquement quelqu'un de grand. Quelqu'un qui puisse répondre. Certes, pas, je savais qu'il ne tiendrait pas tout le match, mais 1 heure, c'est ce qui s'est passé. Et après, très honnêtement, parce que bien sûr que après coup, tout le monde m'a dit oh, là, trop fort, les changements, trop fort. Quel coaching. Voilà, c'est ça. Sauf que bien sûr, je fais rentrer Mika et Philippe pour qu'ils participent à la fête. Or, il s'avère que non seulement ils participent à la fête, mais ils sont dans tous les coups quasiment de ce qui se passe ensuite. Voilà, la remontada, on va en parler dans quelques minutes si vous nous écoutez en podcast, et on va en parler demain si vous nous regardez et vous nous écoutez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci. On peut applaudir très très fort. Merci au Cosmo et à Bibo de nous recevoir une nouvelle fois, aux partenaires de cette émission, aux joueurs, aux techniciens, Isabelle, Eric, Sam, Stéphane et Philippe, et sans oublier Vincent Roche pour les photos. Merci à vous toutes et à vous tous. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, on se retrouve dès demain. Si vous êtes en podcast, eh bien ça va enchaîner tout de suite. Cette émission vous est présentée par Le Cosmo, La Coulisse, Crédit Mutuel Massif Central, Batipro, Azur et Hyundai Clermont, partenaire officiel d'Auvergne Légende du Sport. Allez, on se retrouve pour ce deuxième épisode si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou la continuité en podcast. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous. Et merci à tous les sportifs qui sont là. Et une nouvelle fois, je crois que vous pouvez, et on peut applaudir très très fort l'ensemble de nos invités. Christophe, pour commencer cette émission, on s'est arrêté hier, ou il y a quelques minutes en podcast, à 4-2, et on a décidé de commencer cette partie avec les joueurs qui rentrent dès la 70e minute. Enfin, ils sont rentrés peut-être un petit peu avant, mais on attaque la remontada. Alors, qui est avec nous ? Alors, on revient un peu en début de deuxième mi-temps, autour de la 70e à 4-1, et on a déjà Malek qui est là depuis le début du match. On peut applaudir très très fort. Malek Aguad. Malek Aguad. On l'a pas vu aussi. Philou Amblard qui rentre à 4-2, donc Philou Amblard et Malek qui étaient la légende, joueurs, Philou Amblard. Des figures du club. Applaudissements pour Philou. J'aime bien t'appeler la légende. Et comme on le disait hier, donc il y a Stéphane Lestrade qui avait plutôt l'habitude d'être titulaire, et pour un choix de coach avait commencé sur le banc, mais c'est un bon choix finalement. Il ne va pas le regretter. Applaudissements pour Stéphane Lestrade. Et Michael Riberol qui rentre un peu dans cette tourmente entre le 3-1, 4-1, 4-2. Voilà. Et on va voir. Le salue. Michael Riberol, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bon, on fait parler qui en premier? Malek. Malek, il va nous raconter puisqu'il est là depuis le début du match. Oui. Lui, il rentre pas. Il y a les fameux attaquants parisiens. On a pris 4 buts. Il n'est pas trop fatigué, Malek, là, à la 70e? Tu peux parler proche du micro, s'il vous plaît. Un petit peu, quand même. Mais on connaît la patte de Philippe. Mika, qui est un très bon technicien et ratisseur. Et Stéphane Lestrade, le marathonien, qui rentre et qui nous donne un sacré coup de main. On marque le 3e but, un but magnifique. Une récupération au milieu de terrain. Un passage entre Mika, Philippe et Nicolo Bellec qui marque le 3e but, un but d'école. Hein. C'est lui qui fait la passe. Tu peux parler au micro, hein, Philou. Pardon, oui. Tu as un micro dans les mains. Eh ben, c'est Mika Riberol qui fait la passe. Et derrière, c'est l'engouement plus total au niveau du stade, hein, parce qu'on se dit, on peut peut-être le faire. Hein. Et en fin de compte, moi, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est que j'ai vu les Parisiens, mais blancs, Ils sont devenus blancs. Blancs carrément, parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et en fin de compte, nous, on a poussé. Et grâce à un centre de Fabien Coad sur le côté, il veut centrer. Le ballon passe au-dessus de tout le monde. Il y a Christophe Chastin qui remet le ballon. Et Philippe qui est derrière les deux défenseurs. Lama se trouve. Ngoti se parle pas avec Lama. Et il y a un but contre leur camp. Et c'est là qu'on égalise. Et là, ils étaient morts. Et là, c'est le feu. Et là, c'était mort. Les garçons, quand vous rentrez en vous disant on se fait plaisir, ou vous rentrez en disant on va gagner? On va gagner. On va essayer de remonter et de faire tourner le match. En fait, comme l'a évoqué Christophe tout à l'heure, la sensation est bizarre.
parce que personnellement, je rentre, il y a 3-1, et je sais pas, 2 minutes après, 4-1, et 1 minute après, 4-2. Donc là, au niveau sensation, c'est les montagnes russes. On ne sait pas où on habite, on ne sait plus ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on y va réellement? Est-ce que, comme le disait le coach, on participe à la fête, et puis si on en marque un 3e, on aura fait le job? Et là, c'est très étrange. Et puis après, il y a ce déferlement, cette sensation indescriptible. Finalement, ce sont des scénarios que vous retrouvez jamais. C'est pas, enfin, c'est comme si c'était un miracle, quoi. Et puis en plus, avec la jeunesse, la fougue de la jeunesse, là, à l'époque, avec Mickey, on avait les 20 piges, on était les plus jeunes du groupe. C'est des sensations qu'on n'avait jamais connues, donc quelque chose de bizarre. Philou? Moi, simplement, c'était un moment formidable et c'était surtout du bonus pour moi parce que j'avais 34 ans. Et comme Thierry m'envoyait toujours en réserve avant les matchs, je ne savais pas si j'allais être dans l'équipe. Donc, c'était des moments d'interrogation avant les matchs, participer déjà. Et là, quand je dois rentrer à ce moment-là, je dis je vais participer, quoi, et participer à l'aventure avec les copains, parce qu'on y est lié à vie là-dessus, sur cet événement de Coupe de France et de cette saison 96-97. Et donc participer, comme dit Mika. Et le scénario est extraordinaire, je veux dire, c'est indescriptible. Et Malek disait, moi j'avais Guérin en face de moi, il regardait ailleurs. On est passé plus fort dans la tête à un moment donné. Parce qu'effectivement, physiquement et techniquement, ils étaient supérieurs à nous. Mais ils ont lâché. C'est le mental qui a tout fait, Christophe, à un moment du match? Mental, je sais pas, mais Mika résume bien cet esprit un peu bizarre qu'il y avait sur le terrain, parce que je pense Philippe et Mika, Steph, ils rentrent pour prendre du plaisir. Donc Philippe parlait de l'incertitude d'être dans le groupe. Il faut savoir que donc là on avait droit à 16 joueurs, que Thierry s'était privé d'un deuxième gardien, avait pris que des joueurs de champ quelque part entre guillemets pour faire plaisir aussi, mais il fait rentrer tout ce monde, et alors qu'il y a 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, la preuve c'est qu'il y a quelques personnes qui partent du stade. Autour de la 70e, il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui sont partis du stade. Et c'est relativement tôt dans le match, puisque c'est la 70e. Et en fait, leur rentrée, comme disait Malek, Stéphane qui courait beaucoup, donc ça nous soulage un peu. Et puis des joueurs de foot, des puristes, des footballeurs, Philou avec sa patte gauche, Michael avec sa technique, les autres joueurs qui étaient toujours sur le terrain. Les changements de PSG, un peu de suffisance, Loco qui sort, etc., font que on se met un peu à jouer, notamment au milieu de terrain, et ça débouche sur ce fameux magnifique 3e but, sur un jeu en triangle au milieu de terrain qui déboule sur un méga but à 4-3, donc on est à la 80e, et là il reste 10 minutes, et effectivement là, déjà un petit peu avant, leur changement, on sent que, moi je suis en train de Gauthier tout le match, Le Guen et Lama, on sent qu'il y a de la friture sur la ligne, quoi. Ça va pas. Ils sont blancs, livides. Ils se parlent pas. Ils se parlent pas, ils s'interrogent. Enfin bref, ça sent. Pour eux, ça sent. Mais il y a quand même 4-3 et c'est PSG. Et est-ce qu'il y a du bruit, Stéphane? Le public, il vous a aidé? Est-ce qu'il y avait une ambiance un peu incroyable? Bon, ça a dû être là aussi les montagnes russes, quand ça prend 4 ans. C'est incroyable parce que c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Bien près le micro. Et donc du coup, on est complètement. Moi, j'étais tétanisé avant de rentrer, et puis une fois qu'on est rentré, ça se passe un petit peu mieux. Mais sur le coup, le bruit. Alors, je parle public. Je parle même pas de l'égalisation. Là, c'était extraordinaire, quoi. C'est les sentiments, les sensations que j'ai toujours, juste à l'évoquer. Donc, c'est vraiment des énormes moments. Beaucoup de joueurs disent, avec le public, la fatigue est un peu atténuée. Est-ce que pour vous, ça a été un peu pareil? Elle est d'autant plus atténuée qu'on revient au score, et donc en fait tout est plus facile. Alors que pour les Parisiens, c'est d'autant plus difficile. Avant de continuer, bien, nous avons un invité. C'est un invité surprise qui aime le Clermont Foot. Hervé, bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous par téléphone. Bon, malheureusement, tu as un emploi du temps très très chargé en ce moment. Tu ne peux pas être à Clermont avec nous. Pourquoi Hervé Matou nous parle de ce match de 1997. Toi, on a envie de dire, toi le Parisien. C'est mal me connaître que de penser ça. J'aurais plein de raisons d'en parler. Et la première, c'est que je ne suis pas parisien. Je suis né à Paris, mais je suis clermontois de cœur. J'y ai fait mes études. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans. J'en suis parti à 23. Donc, ça fait pas tant d'années que ça, mais des années extrêmement importantes dans la vie de quelqu'un. Toute ma famille est encore à Clermont, donc je me considère comme clermontois.
Et puis il se trouve que ce match-là, j'aurais déjà l'opportunité de m'en réjouir en tant que supporter, mais il se trouve que ce match-là, je l'ai commenté également. À l'époque, c'était sur TPS qui venait de se créer, qui était une marque qui était en lien avec TF1. Moi, j'étais à TF1 à l'époque, et donc on m'avait demandé de commenter ce match-là pour l'antenne de TPS. On peut connaître les années où tu as vécu à Clermont-Ferrand ? Je suis arrivé en 78 et je suis reparti en 86. Donc ça marque, hein ? Ça marque, c'est 8 ans. Ouais. Je me rends compte que ces 8 ans, c'est rien, c'est une goutte d'eau en fait dans une vie, mais c'est voilà, comme je le disais, très constitutif. Tu arrives en 5e, tu pars 2 ans après le bac. Fatalement, c'est là que tu as grandi, c'est là que tu t'es forgé. Et donc c'est pour ça que je me considère toujours clermontois. Et ce sont les années qui marquent un adolescent où on a nos stars, nos équipes que l'on aime et les équipes qu'on a envie de garder dans nos cœurs. C'est un peu cette génération-là. Ouais, même si c'est vrai que en ce qui concerne le foot clermontois, à l'époque, j'ai écumé les stades. J'allais voir successivement le Stade Clermontois, à Marcombe, l'ASM qui jouait au Michelin, Cournon également, qui était en 3e division. Donc je suivais de près le foot de l'agglomération clermontoise, mais tout ça était un peu moribond, quoi. Quand tu avais 2 équipes en Détroit, elles jouaient le maintien, généralement l'autre était en 4e division. Après, il y en a une qui descendait, l'autre qui montait. Mais bon, jusqu'à la création du CFC, hein, du Clermont Football Club, c'était mort de plaine, hein, le foot clermontois. C'était pas le Canal Football Club, là. C'était bien non, c'est ça, c'est marrant, effectivement, que le premier club qui m'avait fait vibrer, puisqu'ils sont montés en D2 à l'époque, avait effectivement le même acronyme que l'émission que j'anime depuis des années. Bon, on va se replonger dans ce match-là. 4-2. Bon, tu dois être neutre, bien évidemment. Tu commentes le match. Est-ce que tu y crois encore ? Non, bien sûr que non. Pour moi, le match, il est fini lorsque Paris prend cet avantage énorme. Alors après, je dois être neutre. Je le suis. J'ai réécouté le match il n'y a pas très longtemps. Il a été rediffusé. Je l'ai regardé. Je me suis trouvé neutre sur les faits, c'est-à-dire dire que là-dessus il y avait penalty, que la faute était en dehors de la surface, des choses comme ça. Ouais, voilà, j'avais pas de problème avec ça. Après, j'étais pas neutre dans l'émotion, mais parce que j'avais pas l'interdiction d'accompagner l'émotion de ce match. Et l'émotion de ce match, elle passe à travers l'exploit de Clermont. C'est-à-dire que quand vous commentez l'équipe de 4e division qui est en train de battre une équipe qui est tenant du titre, si je ne me trompe pas, de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, vous avez le droit de vous enthousiasmer. Ça aurait été une équipe du Jura ou je ne sais où, j'aurais eu le même enthousiasme, parce que ce scénario, il n'est pas. Il faut se rendre compte qu'il ne fait pas partie uniquement de l'histoire clermontoise, il fait partie de l'histoire de la Coupe de France. C'est un des plus grands exploits de l'histoire globale de la Coupe de France. Comme tu le dis, cet exploit était extraordinaire et ça a retenti dans toute la France, et surtout on s'est aperçu que l'Auvergne est une terre de football. Exactement. Alors à mes dépens aussi, parce que pour la petite histoire, au moment du tirage au sort, le tirage au sort a eu lieu donc je sais pas, 7-8 jours avant, en direct dans Téléfoot, ce qui arrivait assez souvent que le tirage au sort de la Coupe soit fait en direct dans l'émission. Et moi, je suis en plateau, et quand le match sort, quand Clermont est tiré sur Paris, j'ai un interlocuteur parisien, je ne sais plus lequel, peut-être Jean-François Domergue, qui représente le club, et je lui dis alors vous saviez que ça existait, Clermont, je voulais dire sur le terrain footballistique, parce que c'est vrai qu'on parlait jamais de Clermont au niveau foot, et donc les gens ont écouté cette phrase, et tous les gens qui ne savaient pas que j'étais clermontois sont partis dans une espèce de campagne sur le parisianisme, des gens qui dénigraient Clermont. C'était le monde à l'envers, c'était un truc de fou. J'étais clermontois moi-même, et j'étais accusé d'être un Parisien arrogant avec l'Auvergne. Donc j'avais eu du mal à... Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc j'ose pas imaginer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais ça avait fait un petit buzz négatif et d'incompréhension. Tu as gardé un contact, alors ils sont avec nous, hein, tous ces joueurs, tu as gardé un contact avec ces joueurs qui ont fait cette magnifique épopée ? Certains, alors, pas tous, mais bien sûr Philou Amblard, le mythique Philou Amblard. La légende. La légende. Je suis en contact avec Bessac, avec Michael Bessac aussi, avec Chastan, avec Thierry Coutard, que je vois toujours avec beaucoup de plaisir quand je le croise.
Voilà, Olivier Enjolras aussi de temps en temps. On ne voit pas les années passées en fait. Quand on se voit, on n'imagine pas que c'est si vieux que ça. Ma dernière question, avant de te libérer. On va bien évidemment se projeter sur la rencontre qui va avoir lieu entre le Clermont Foot de Ligue 1 et le grand PSG, aurais-je envie de dire. Quel est ton pronostic? On sait que le PSG, ils sont capables de passer à travers. Est-ce que le terrain champêtre du Montpied va les surprendre Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. C'est déjà le fait de pouvoir commencer cette phrase, de se dire que c'est un match de Ligue 1 entre deux équipes de Ligue 1, c'est déjà formidable. Voilà, on ne sait pas parce que on peut penser que Paris est en train de lâcher le coup là. On peut imaginer effectivement que Messi, Neymar et compagnie soient moyennement motivés à l'idée de jouer à Gabriel Montpied, et en même temps ils gardent leur talent, ils gardent la possibilité de faire basculer un match sur un petit exploit, sur une erreur individuelle de notre part. Donc c'est très difficile de pronostiquer ça. Paris peut aussi faire jouer des jeunes, relancer un petit peu des jeunes. Ça reste un match difficile, moins que si Paris était encore qualifié en Ligue des Champions, parce que clairement ils ont pris un coup sur la tête. Mais bon voilà, ça reste quand même une confrontation difficile. Et puis c'est un événement. Je vois le nombre de personnes qui avaient envie de voir ce match. J'espère que ce ne sera pas le seul Clermont PSG de l'histoire de la Ligue 1. Voilà, mais en tout cas, ça reste un match pas ordinaire, et qui sera pas ordinaire parce qu'il sera diffusé. Je fais ma pub sur Canal+ samedi soir. Et j'allais t'en parler. Est-ce une coïncidence où Hervé Matou a pu glisser aux oreilles bien des responsables de Canal que ça serait important que le match se joue Non. Alors c'est pas une coïncidence, c'est un choix, hein, mais non. Je n'entre pas dans le processus des choix de match. Et en plus, les choix sont toujours dictés par plein d'impératifs. Alors, vous me direz, les impératifs de calendrier de Ligue des Champions non plus courts maintenant avec le Paris Saint-Germain. Mais non, il ne faut pas croire que je puisse faire la pluie et le beau temps comme ça et dire parce que j'aime bien Clermont, il faut faire Clermont. Ce serait trop simple. Bon, pour les amoureux du sport en Auvergne, ça tombe très bien, puisque le samedi soir, bien c'est le grand match Clermont Foot PSG, et on enchaînera le dimanche. Ce sera le 8e de finale aller de l'ASM face à Leicester. On a deux belles affiches en 2 jours. On est vraiment gâtés du côté de Clermont. C'est clair. Merci beaucoup. Ça fait partie des rares villes qui ont 2 clubs en Ligue 1 et en top 14. Tu seras au Montpied ? Non, je n'y serai pas, hélas. Non, je ne peux pas venir à Clermont sur ce week-end. Merci beaucoup, Hervé, pour ce témoignage. Plaisir. Tu as pris du temps et encore un grand merci. Les copains t'écoutent. Voilà, et donc, je les salue et profitez bien de ce match. Merci beaucoup, Hervé Matou. À bientôt. Voilà, on peut applaudir Hervé Matou. Alors, il a un emploi du temps très très chargé. Merci à Philou Amblard pour le contact. Le numéro, il a été très sympa. Tout de suite, il a voulu parler de vous, de ce match, et rappeler qu'il a quand même ses origines, même s'il est né à Paris, il a vécu à Clermont-Ferrand. On parlera bien évidemment du match de samedi face au PSG avec le tout dernier plateau, mais on revient, on va se replonger sur cette fin de match. Allez, on repart à 4-4. Les prolongations arrivent. Oui, on parlait d'Hervé. Donc Hervé qui commentait le match au 2e étage du Montpied où il n'avait pas les sièges. Ah oui. Puisque le stade avait été inauguré 1 an avant, mais sans les sièges du 2e étage, où il commentait le match avec un coach, Alain Michel, là, qui avait coaché en pro, à Bourges notamment, Saint-Etienne. Et comme l'a dit tout à l'heure Malek, c'est-à-dire qu'il y a le fameux 4-3, faut aller au 4-4 quand même. Bah oui. Il faut aller au 4-4. Et certains, on n'a plus d'essence. Certains n'ont plus d'essence, d'autres ont de l'essence parce qu'on n'a pas eu 10 000 occasions. Et il y avait effectivement ce centre de Fabien Coad qui était monté très haut dans le ciel au Montpied. J'étais au 2e poteau, je voyais ce ballon arriver qui flottait. Bon, vu la hauteur du ballon, c'était impossible de marquer directement. Et Philou qui était qui était bien en jambes, qui était frais comme un gardon, qui était dans le coup déjà du 3e but. Je voyais la main, j'ai dit tiens, je vais essayer de la mettre un peu par là, viser le 2e poteau, et puis Philou, normalement avec sa patte gauche, il n'aura plus qu'à la mettre au fond. Et comme disait Malek, je ne l'ai pas mise parfaitement, mais je l'ai mise quand même sur la poitrine d'Engoti, qui a fini de l'accompagner. Donc là, le 4-4, la folie dans le stade, les prolongations par contre. C'est vraiment la folie dans le stade là. Ah oui, c'est la folie dans le stade, c'est la folie sur le terrain. Là, on touche plus terre. À l'époque, tu avais un petit temps à la fin du temps réglementaire pour passer par le bord de touche. Bon là, on avait notre kiné JB Bentier, tout le monde voulait se faire masser. Enfin bref.
Mais tu étais quand même porté, le stade était dans une effervescence incroyable. Et donc, ce qui va nous amener aux prolongations, parce qu'il y a quand même 2 fois 15 minutes à jouer, ce qui n'est pas rien. Et oui, le 4-4, c'est pas un match gagné, là. Voilà. Mais dans vos têtes, vous pouvez il y avait éventuellement se il y dire... avait aussi l'expérience des matchs d'avant, notamment le fameux match à l'Etra, les pénaux contre Martigues, avec un des meilleurs gardiens français. Et on avait fait 5 sur 5 et Angel avait fait les arrêts qu'il fallait, enfin l'arrêt qu'il fallait pour gagner. Donc, on était mieux qu'à 4-1. Vous étiez bien préparé. On était mieux qu'à 4-1, quoi, déjà, en jouant les prolongations. Et pendant les prolongations, je pense que peu s'en souviennent, mais comme l'a dit Hervé, il a revu le match récemment, peu s'en souviennent. Je pense que Mika, il se rappelle d'un moment, parce que Paris Saint-Germain n'a plus grand-chose, même si Olivier, en genre nous fait quand même quelques arrêts. Parce qu'il Malek qui sourit. Malek s'en souvient, parce qu'on a une action en début de prolongation. Je disais personne ne s'en souvient, où un ballon, je redresse un centre dans les 6 mètres, et Mika, il va nous raconter la suite. Ouais. Vas-y, Mika. Oui, j'ai toujours des qualités de buteur, mais au rugby, donc je suis à 5 mètres du but, j'ai juste à la mettre au fond, je la mets au-dessus. Ouais. Je vous avoue que sur le moment, ça m'a pas trop affecté, mais quand je revois les images, je me dis c'est pas possible d'avoir manqué. C'est pas moi. C'est pas moi. Ce qui est incroyable, c'est que ça ne nous affecte pas en fait. Moi, je me rappelle parfaitement de mon sentiment sur le terrain parce que je centre. C'est pas grave. Non, là, je me dis, waouh, contre Paris, quand même, on rate ça. Ah. Parce que c'était pas une balle de match, un peu, quoi. Parce qu'on était un peu dans l'euphorie de l'égalisation. Mais bon, enfin bref. Philou, c'est quoi ta sensation? Tu t'en souviens? Je suis à côté de Mika, moi, et je tombe à genoux. Et il croit que c'est moi qui ai raté la balle, les copains. Donc, je me suis fait chambrer. Je suis sûr que Malek, il croyait que c'était toi. Je suis sûr que Malek, il croyait que ça ressemblait un peu en plus. À ce moment-là, je me suis dit que la chance a tourné. Ah. Je me dis franchement, parce que la balle était vraiment facile à mettre. Même moi, je l'aurais mis. Même toi, donc. Pas sûr, hein, elle revenait pleine de neige, ces ballons. Hein. Et du coup, heureusement, on a pu tenir les 2 prolongations sans prendre de but, grâce à un Olive superstar qui nous a bien soulagés. Et derrière, on connaît la suite. Hein. On va en parler bien évidemment, on parlera de la séance de pénalty avec un changement de plateau dans notre émission. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le voit cette saison en Ligue 1, c'est qu'à ce moment-là, donc bon, bien sûr depuis le 4-3, le 4-4, là on est porté bien sûr par les copains sur le banc de touche, le staff, le président Nallan qui est sur la pelouse pendant tout ce temps-là, et puis aussi par les rentrants qui nous font du bien, mais aussi par le stade, quoi. Là, ça nous porte toute la prolongation, quoi. Ils sont comment Paris pendant les prolongations, Philou? Ils sont dangereux, ou ils sont toujours livides, blancs? Je me souviens pas de tout, ouais. mais oui, on a une belle occasion, mais ils en ont aussi, oui. Ils auraient pu conclure. Ils ont une tête de Pouget, ils ont. Oui. Ouais, donc c'est quand même assez chaud là. Ils n'ont pas lâché le match. C'est important de préciser. Le match, mais plus la fin arrive, plus on connaît les tireurs, on sait qui tire, on sait qu'on a aussi Olivier dans les buts, et plus tu commences à y penser. Ouais, et à dire, faut tenir, et si on va au péno... Et tu penses que tu vas avoir un pénalty à tirer à la main, quoi. Ah ouais, donc c'est important. Bon, on va laisser le mot de la fin à Stéphane. Donc Stéphane, comment tu le sentais cette fin de match? Tu étais confiant comme les copains? Moi j'étais confiant à partir du moment où c'est pas moi qui tirais les pénaltys. En plus. Donc là, je priais pour que ça se finisse avant que ça soit mon tour, parce que j'étais pas vraiment très à l'aise là-dedans. Les pénaux, les tireurs, ils sont choisis avant, ou vous les avez choisis à la fin du temps de la prolongation? Tout était orchestré, mais on va en parler après. On pourra aussi donner la parole à Thierry juste avant. Je peux même limiter quand il annonce, après 120 minutes contre le PSG, comment il annonce les tireurs. Voilà, bon, on les connaissait puisqu'on a vu cette expérience avant. Vous connaissiez la liste. Et on connaissait l'ordre et la liste. Mais, alors il y avait, comme dit Steph, ceux qui n'aimaient pas trop tirer. Bon, bref. Et là, au moment où coup de sifflet final, on se rapproche, on se battait tous pour le kiné. Et là, Thierry, il attaque. 1, Amblard. 2, Coad. 3, Chastan. Non, coach, moi je suis 4. Ferme ta gueule. 4, Ribérol. 5, Bessac. Donc la liste, oui, il la connaissait. Tu avais juste besoin de confirmer. Dans la semaine, on avait...
de mémoire, on n'avait pas travaillé les tirs au but, puisque l'ETRA, il a fallu en tirer 53. Donc, j'avais décidé que ce qui suivait, on ne préparerait pas les tirs au but. Par contre, l'ordre, oui, bien sûr, par rapport aux garçons qui restaient sur le terrain et que Philippe était rentré, entre autres. Donc, voilà, j'avais fait ma liste et l'ordre de passage. Et l'ordre de passage. Oui, parce que tu as 2 suppléants, Philippe et Mika, qui sont tireurs. Aussi. Voilà, Ouais, donc, c'est vrai que c'était mieux qu'ils soient sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler des pénaltys. Mais avant cela, ils ont un rôle important. Ils étaient malheureux. Eh bien, ce sont les remplaçants que nous allons retrouver dans quelques instants après ce jingle. Hyundai Clermont, Azur et La Coulisse vous présentent cette émission. Allez, ils sont avec nous, on va les applaudir très très fort. Fabio Gacon, Tonio Barbosa, Stéphane Vial et notre 4e invité, Christophe Bruno Kant. Allez, applaudissements. On attaque par Tonio dans l'ordre de la feuille de match, parce que Tonio et Fabio étaient sur le banc et Steph et Bruno n'étaient pas dans le groupe. Et je me rappelle Stéphane très déçu. Moi personnellement j'avais été touché parce qu'on joue au même poste, attaquant. Stéphane qui a pété dans le groupe, mais il nous l'expliquera mieux que moi. Mais Tonio et Fabio, eux, savaient qu'ils ne rentreraient plus puisque les 3 changements avaient été faits. Donc on va leur laisser la parole pour qu'ils nous parlent un peu de ces émotions, parce que c'est important. Quand tout à l'heure, c'est mitigé, c'est la tristesse. Quand tout à l'heure je parlais du banc positif, le banc amène aussi des ondes pendant le match, la remontada, et aussi pendant les prolongations. Hein. Et c'est aussi grâce à ça. Donc on va demander un peu eux. Comment vous l'avez vécu, les garçons? Donc Tonio. Bien vécu. Déjà content d'être dans le groupe, et puis sur le fait, on n'avait pas le droit de faire la gueule, quoi, par rapport à ceux qui n'étaient pas convoqués dans le groupe, quoi. Et pour la petite anecdote, c'est avant les prolongations, on les massait, hein, les gars. On faisait kiné. Hein. Aussi. Ah oui, aussi, oui. Ah ouais. C'est ce qui fait que le groupe vit bien, et c'est ce qui fait que tout le monde se sent également bien, et tout le monde ne l'aurait pas fait. Tous les remplaçants ne l'auraient pas fait. Tout le monde était impliqué là, oui, à ce moment-là. Allez, on fait tourner là. Il y a Fabio aussi qui sait qu'il ne va pas rentrer. Oui, donc c'est vrai que personnellement, c'est un souvenir un petit peu mitigé aussi. C'est vrai que très 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 heureux d'être dans le groupe, mais à la fin déçu en fait de ne pas être sur le terrain, quoi. Mais bon, ça donne raison au coach, hein, parce que c'est vrai que Gilles était plus costaud que moi, même si aujourd'hui ça se voit un peu moins. Je l'ai rattrapé au niveau du poids. Mais ça serait maintenant peut-être que tu serais choisi par coach. Mais ouais, non, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est vraiment des super moments, super souvenirs. Et c'est vrai que ce match-là restera gravé très très longtemps. Ouais, Fabio. Et puis après, y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a Stéphane qui la veille, enfin avant de partir au vert, apprend qu'il n'est pas dans le groupe. Et je me rappelle une scène où il va frapper au bureau du coach, avec un échange très cordial. Non, cordial, dans la compréhension, dans l'empathie les uns d'autres. Mais il va mieux nous en parler. Oui, en effet. Ouais. Donc j'ai vécu le match différemment. Moi, je l'ai vécu en tribune. Mais en effet, il y a eu donc la convocation dans le bureau du coach que j'ai voulu suite à son choix. Ce que j'en ai bien sûr voulu un petit peu sur le coup, ce qui est normal. Mais par la suite, j'ai compris. Et ce qui m'a valu ça, c'est qu'un des matchs où, comme Philo disait, on allait de temps en temps faire des matchs en réserve. Et j'ai fait l'habitude d'être expulsé à ce match-là. Donc voilà, ce qui a peut-être fait le choix du coach. Voilà. Mais voilà, après, j'ai vécu le match dans les tribunes, il n'y a pas eu de souci. J'ai poussé les garçons pareil. J'ai même fini le match, j'étais plus en tribune, hein, j'étais le bord du terrain, et j'ai fait la fête après avec tout le monde. C'est la question que j'avais posée, oui, bien sûr. Après, la fête est partagée par tous. Ouais, ça reste de bons souvenirs aussi. Et puis, voilà, après, j'étais dans le groupe, le tour d'après. Donc voilà. Donc il y avait parce que tu as des garçons heureux avant le match, et c'est aussi important parce que la vie d'un groupe, c'est ça, c'est pas que 11 titulaires, on le voit cette saison-là, enfin la saison actuelle en Ligue 1 où les 11 titulaires, ça ne suffira pas pour obtenir le maintien en Ligue 1. Et puis on a enfin Bruno aussi qui avait rejoint le club et qui faisait partie de l'effectif, même si il n'était pas, on va dire, dans l'équipe type, mais c'est aussi important d'avoir son témoignage par rapport à comment il a ressenti les choses. Oui, donc moi, c'était ma première année au club. Hein. Donc quand je suis arrivé, dès le départ, j'ai senti des gars très sympas, très accueillants. Et l'année avait bien démarré. Je me souviens avec un stage
à Saint-Chély-d'Apcher, où on avait passé des grands moments de convivialité et de sport. Et en fait, le groupe était sain. Donc, entre guillemets, effectivement, ce jour-là, j'étais en tribune avec Steph. Voilà, moi, j'étais milieu offensif. Il y avait d'excellents joueurs à ce poste-là. Et forcément, on regrette que le foot, ça soit à 11 et pas à 15 comme au rugby. Ça aurait peut-être aidé. Mais bon, c'est comme ça. Il y a eu la soirée. On a passé des super moments. Et puis, on est encore là 25 ans après. Donc, je pense que le match, c'était une chose. Mais après, il y a l'amitié et puis tout ce qui s'est créé autour. Donc, c'est aussi important. Et le groupe et toute la saison, bien sûr, que vous avez joué ensemble. Je crois qu'on a également un 5e invité. Manu qui était dans l'équipe défensive avec Mickey, avec Malek et puis Manu Vigo, donc qui arpentait le couloir gauche, puisque c'était pas un 5-3-2, on jouait à 4, mais Manu il coulissait dans tout le couloir gauche. Bon, Manu, tu coulissais fort. Le piston. Piston de Manon. Parle-moi un petit peu de ce match et cette fin de match. Ce qu'ont dit les collègues. Donc quand on apprend le groupe, on est forcément heureux de participer, nous, ce soir-là. Et après, on a aussi une pensée pour nos copains qui ne sont pas présents ce soir-là, qui sont dans les tribunes ou remplaçants. Et voilà. Et à ce moment-là, on pense à eux aussi. Et on sait que c'est compliqué. Et toi, tu l'as vécu comment? Avec autant d'intensité? La soirée? Oui. Alors après, si vous voulez me réinterroger sur l'après-soirée, je pourrais compléter. Oui. Voilà. Après, sur le match, je n'ai pas regardé le DVD avant de venir, donc je serai moins précis. Après, sur le reste, je réinterviendrai. Bon. Donc, votre rôle de soutien, quand on n'est pas dans le groupe, c'est vrai que tous ceux qui ont fait du sport ont connu, malheureusement, ce moment. Mais on est triste, énervé contre le coach, mais ensuite, on est solidaire. Oui, et puis sachant que c'est un groupe, sachant qu'il y a des matchs de championnat qui sont reportés, du fait qu'il y a l'épopée en Coupe de France et qu'il forcément il y aura besoin de tout le groupe pour obtenir le maintien. Et puis après, la qualification, il y a PSG le 1er mars et puis il y avait après Nice le 31 mars. Voilà, donc le groupe a bien vécu et pour cette rencontre. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce témoignage et votre rôle, on le sait, qui était important. Et on va enchaîner dans quelques instants. On va revenir sur cette séance de pénalty. Mais avant cela, petit jingle. Crédit Mutuel Massif Central, le Cosmo et Batipro vous présentent cette émission. Allez, on va appeler Olivier Enjolras, on va rappeler Philou Amblard, Fabien Coad, Christophe qui est avec nous, Michael Ribérol et Michael Bessac. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Allez, installez-vous. Là, on a fait la rotation en direct. On ne s'arrête plus. Olivier. Ouais. Il nous manque Fabien qui, pour raison professionnelle, qui n'a pas pu nous rejoindre. Tireur numéro 2. Olivier, c'est péno. Alors le micro bien proche de ta bouche pour qu'on t'entende. Ouais. Alors 4-4 déjà, là c'est bon. Là. Ouais, on est déjà content. Ça se termine. On sait qu'on est doué dans l'exercice parce qu'on a des tireurs qui tremblent pas, puis surtout qui font mouche quasi à chaque fois, quoi. Donc c'est. Il y a une confiance. Il y a une confiance. Ouais. Enfin là, moi je m'inquiète pas, quoi. Je sais qu'eux ils vont faire le boulot. Après, toi, tu as préparé ta séance de pénalty? Tu les as regardées en vidéo? Non, pas du tout. Parce qu'à l'époque, on regardait pas trop la vidéo. On avait que Christophe qui nous servait de vidéo. C'était le Wikipédia de l'époque. Donc il savait à gauche, à droite. Il me disait, lui il frappe à gauche, lui il frappe souvent à droite. Lui de temps en temps il change, mais comme tu sens. Et puis voilà. Non, mais il m'avait bien guidé. Et je sais. Tu en arrêtes combien? 2. Déjà c'est bien 2. 2 sur 5, une séance de péno contre le PSG. Tu les arrêtes contre qui? De tête, Christophe va le savoir. Ça va être Le Guen et après c'est Guérin. Ouais, il arrête le 3e Le Guen et le 5e Guérin. Ouais, voilà. Donc non, mais c'est. Moi, j'étais surtout confiant parce que mes partenaires, pendant toute l'épopée, n'ont pas loupé beaucoup de pénaltys, quoi. Ouais, donc, voilà. Et c'est surtout ça qui donne de la force. Voilà. La force de ce groupe, elle était là, quoi. Philou, de plus en plus, dans les séances de pénalty, on dit il est important. Alors, vous avez tiré en premier ou pas? Non. Non, en deuxième. Donc maintenant, on dit c'est très important de tirer les premiers et le premier tireur, il va donner le tempo un peu. Ouais, moi, je me souviens déjà que quand on a fini le match, on s'est retrouvés autour, là, comme tu disais tout à l'heure, la désignation des joueurs. Et quand tu es numéro 1, tu as un peu de pression. Enfin, bon,
Tu vas traverser le terrain et tu vas aller voir notre ami Bernard Lama. Et Thierry, il a eu un mot juste et des mots justes quand il nous a préparé à ça. Il a dit tirez comme vous savez. Donc comme moi que je savais tirer. C'est un joli slogan ça. Oui, tirer que d'un côté. J'ai dit je change pas. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va falloir faire. Eux, ils n'avaient pas vu la vidéo de toute façon. Non, ils n'avaient pas regardé. On avait une chance, ils n'avaient pas regardé. Et en fait, j'ai tiré comme d'habitude en force, fermé le pied et puis voilà. Et c'est passé. Mais il est parti du bon côté. Mais c'est rentré. C'était trop forte, voilà. Mais le choix de Philo en numéro 1, c'était pas non plus, c'était pas au hasard. Hein. Bah non. C'était l'expérience. Il l'a dit tout à l'heure, il avait 34 ans. La patte gauche. Il avait déjà 34 ans. Oui, la patte gauche très solide. Moi, de mémoire, je me rappelle pas trop l'avoir vu rater ni un penalty ni un tir au but. Donc, comme l'a dit Olivier, c'est-à-dire que c'était une confiance un peu, c'était mutuel en fait. C'est-à-dire que nous, on savait que tireur. Bon, déjà, vu comment Thierry annonçait les tireurs, on pouvait pas trop s'échapper. Hein, on pouvait pas trop dire je le sens pas aujourd'hui. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, oui. Hein, et puis, bon, voilà, ça fait partie du truc. Vous vous entraîniez à tirer les pénaux? Non, on s'était entraîné avant, mais on est tranquille. Tranquille. On s'était entraîné avant les Tras, avant Martigues, on s'était entraîné. Et puis là, bon, il y avait plus besoin. D'accord. Donc, et on savait que Olivier, là, il se transformait en fait. Il rentrait dans son truc. Alors, il m'avait effectivement demandé, je lui ai filé 1 ou 2 tuyaux, possible. Et après, lui, il basculait dans son monde. Et puis, c'était ces 5 tirs au but pour lui. Et puis, nous, on essayait de faire le reste. On a compris qu'on avait gagné, en fait. Donc, en fait, ce qui se passait à chaque fois, c'est que Philou marque. Le Gwen, j'ai dit le 3e, peut-être c'était le 2e. Il tire juste après moi. Voilà. Et le Gwen, il arrête le 2e sur une frappe forte. Donc, et là, après, c'est Fabien qui va en numéro 2. Hein, puisque Mika, toi, tu tires en 4, il me semble. Voilà. Et puis après, ça enchaîne, quoi. Et quand tu voyais partir les tireurs de Paris, c'est-à-dire Rai et compagnie, bon. Et lui, il a arrêté le 2e. Ça nous a mis, comme d'habitude, un peu en confiance, nous, les tireurs. Voilà. On évitait de regarder le gardien. Et puis donc, moi, j'ai marqué le 3e. Eux, ils ont marqué. Et ça nous amène à Mika qui va pour tirer le 4e. Oui, c'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, le rapport de force s'est déjà inversé, en fait. Ça veut dire que mentalement, nous, on est solide, et eux, ils commencent à trembler, voire à gamberger. À gamberger, oui. Et je me rappelle, par contre, effectivement, le penalty en lui-même, c'est un geste technique. Par contre, geste technique devant 9000 personnes n'est peut-être pas pareil que si on le faisait devant 500 personnes. Et quand je suis parti pour aller tirer le penalty, je me suis dit, mais qu'est-ce que la distance est importante entre le rond central et le point de penalty. Et en plus de ça, je me suis un peu remémoré la frappe au-dessus. Et je voulais pas décevoir les coéquipiers. Et puis on était si proche du but qu'il fallait la mettre au fond. Et c'est ce qu'on a tous très bien fait. Bah oui, parce qu'en plus il y a 100% de réussite. Et donc arrive le Paris avec Guérin pour le 5e, sachant que Mickey, lui, avait été contre Martigues avec la pression, puisque à 4-4, il avait été tiré pour la gagne contre Martigues face à un des meilleurs gardiens français du rang. Et donc là, je pense qu'il doit commencer aussi à se préparer, à réfléchir dans sa tête, sachant qu'il en a déjà marqué un il a marqué un penalty pendant le match. Au fur et à mesure du match, on arrive au penalty. Et, moi, je me pose pas de questions. Je sais que je fais partie de la série de tireurs. Donc voilà. Après, je me souviens que on est assez éparpillés. Maintenant, on les voit. Il n'y a plus personne sur le terrain. Ils écartent tout le monde. Et puis les deux équipes sont alignées, bras dessus, bras dessous. Nous, à l'époque, c'était pas le cas. Et je me souviens. Enfin, j'ai des souvenirs flous de beaucoup de monde sur le terrain. Et en fait, moi, je deviens spectateur de la série. Comme je sais que je suis à la fin, éventuellement à la fin, je deviens spectateur de la série, je prends du recul, j'ai froid, je me souviens. Et donc, je demande une veste. Et je suis près du coach, je crois. Le coach, il est vers moi. Il est 10 ou 15 mètres derrière moi, là. Et puis, je vois les choses de loin, quoi. Je suis 10 ou 15 mètres derrière la ligne médiane, donc à l'opposé d'Olive. Et je suis le truc. Voilà. Et puis ça avance, un peu comme un récipient. On monte, et puis arrive le tireur parisien où là je me dis c'est bon, il va falloir qu'il t'y aille et puis ça va reposer sur tes épaules. Donc à ce moment-là j'ai décidé, je sais où je vais tirer parce qu'effectivement faut que je me pose la question de savoir si je pars du même côté ou pas. Donc je sais où je vais tirer. Et puis finalement, Olive, il n'a pas voulu, quoi. Donc il a fait le travail pour moi. Donc j'ai un air penalty, c'est parfait. C'était idéal.
Olivier, puis ensuite, bien évidemment, on retient cette image incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu veux monter dans cette... Est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a un symbole quand tu montes sur cette barre transversale? D'abord, comme l'a dit Philippe, il y a le doute de savoir si on a gagné ou pas. La première chose qui me vient à parce que tu l'esprit, ne sais c'est pas ça. forcément... Voilà, je pensais pas au calcul pour l'instant, je pensais juste il faut que nous on marque. Et puis voilà. Et puis là je réalise, et puis là on part tous en courant. Il y a plein de choses qui se bousculent. Il n'y a que lui qui court. Hein. Non, il y a plein de choses qui se bousculent. Et puis je me souviens que le but, monter sur la barre transversale, c'était pour moi un peu comme la place de Jaude, quoi, vers Saint-Gétorix. C'était cet esprit qui nous avait animés tous. Esprit de conquête. Voilà, c'est ça, quoi. Ne pas perdre, jamais perdre espoir, quoi. Voilà. Et c'était ça, tout simplement. Est-ce que cette séance de pénalty, tu as vu, est la plus grande émotion que tu aies vécue dans ta vie de footballeur? Alors, la plus forte, sans doute, mais pas la plus grande, parce que la plus grande, je pense qu'on en a vécu tous, mais moi, chaque montée, que ce soit de CFA en national ou de national en Ligue 2, ça a toujours été des objectifs d'une saison. Voilà, peut-être la plus intense sur le moment, mais pas pour moi la plus importante, quoi. Communion avec le public, ça rentre, alors après, effectivement, il y a des images. Moi, je me souviens de personnes de générations différentes, maquillées aux couleurs du club, qui pleuraient, qui se serraient dans leurs bras. Et alors ça, c'était vraiment quelque chose qui restera vraiment pour moi le plus émouvant de cette rencontre, quoi. Philou, 1997, seulement en 2022, on en parle encore. J'imagine qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous alliez marquer l'histoire de notre club. Ah bah non, complètement. C'était inespéré. Je veux dire, c'était un exploit. Maintenant, 25 ans après, j'ai l'impression qu'on en parle encore plus qu'il y a une dizaine d'années en arrière, vu la dimension du Paris Saint-Germain. Et oui, et c'était un grand PSG. Oui, c'était déjà un grand PSG. Donc, effectivement, ça a été un très grand événement pour la ville de Clermont. Et ça a, je pense, participé à la relance du football à Clermont. Christophe, une fois qu'on gagne le PSG, on se dit on va en finale? Ou on prend match après match? Non, on attend le tirage, parce qu'il restait encore... donc on se dirigeait vers le quart de finale, on attend le tirage qui a lieu le... Vous aviez des préférences? Oui, on avait des préférences, mais il y avait, de mémoire, il y avait Laval encore. Laval, il y avait Nice qui était mal en point, et Nice avec les individualités qu'il y avait. Ce qui était sûr, c'est qu'on était quasiment certain de recevoir. Donc ça, c'était le point positif. Voilà. Mais on savait aussi que coach Coutard, derrière, allait nous rappeler au championnat pendant un mois, puisqu'on connaissait la date du 31 mars. Et si on finit là-dessus... Je pense que le lendemain de Nice, même si ce n'est pas le sujet, je pense que Mickey, il a une bonne anecdote à nous raconter, puisqu'on perd donc contre Nice aux prolongations 2-1, après être revenu au score et être sur 1-1. Et le lendemain, c'est le 1er avril. Et Mickey, le 1er avril, on est tous fatigués, un peu déçus, et puis il se passe un truc sympa. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, à l'époque, il y avait un trophée. Ils avaient mis en place un trophée, un sponsor de la Coupe de France, la société Axe, qui avait mis en place un trophée à chaque tour, la Coupe de France, qui récompensait. Il y avait un jury qui récompensait, qui attribuait le meilleur joueur du tour de moins de 23 ans. Et donc, au fur et à mesure du parcours, il y avait des lauréats qui avaient été élus. Il y avait Jason Boutoil de Lille, François Grenet de Bordeaux, enfin bon bref, des garçons qui étaient connus, qui étaient en équipe de France Espoir, enfin bon bref. Et puis au fur et à mesure des tours, on a eu les médias sur nous, TF1, après c'était Canal, puisque c'était un prime sur Canal, le match de Nice. Et Claude Leroy et à l'époque Christophe Josse étaient venus nous voir à table et avaient taquiné un petit peu sur le trophée Axe. Et donc effectivement, malgré la défaite, on avait quand même arrosé quand même le parcours. On était rentré tôt. Voilà. Et le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone. Donc une dame que je connais pas, qui se présente et puis qui me dit: vous avez été élu meilleur joueur des quarts de finale. Je suis ravi de vous l'apprendre. Vous gagnez et tout. Je dis ouais, c'est ça. Ok, allez, au revoir madame. Et en fait, je lui ai raccroché au nez. Et puis c'est tout. Il se passe une demi-heure, 3 quarts d'heure et Nico Lebellec m'appelle. Et il me dit: Mickey, tu as acheté l'équipe? Je dis non, je suis encore chez moi et tout. Il me dit: c'est toi qui as eu le trophée Axe?
Je dis je pense que je l'ai perdu parce que la dame, je lui ai raccroché au nez. Et du coup, voilà. Donc la dame, elle était bien. Je pense qu'elle a compris. Et puis elle m'a rappelé peut-être 1 heure plus tard. Christophe? Nous, Jérôme, au nom du collectif des anciens de 97, on tenait à te remercier pour nous avoir regroupés, même si c'est vieux, il y a 25 ans. Mais déjà, on te remercie pour nous avoir regroupés tous ensemble, puisque, comme l'a dit le capitaine dans l'interview, ça crée des liens indestructibles et des souvenirs mémorables. Puis surtout, ça nous permet de transmettre un message d'encouragement au groupe actuel pour ce match contre le PSG. Et on va en parler dans quelques instants. Voilà. Et puis, tout notre soutien pour qu'il puisse accéder, Pascal Gatien et son groupe et le club, au maintien dont tout le monde rêve sur Clermont et l'agglomération, et au-delà de l'agglomération, pour qu'ils puissent nous faire vivre une seconde saison en Ligue 1 si possible. Voilà, et pérenniser cette place en Ligue 1. Merci messieurs. Dans quelques instants, on va parler du match de samedi avec nos partenaires de la journée. Merci beaucoup messieurs. Merci encore pour nous avoir compté cette séance de tir au but, cette séance de péno. Allez, on va passer notre dernier jingle et ensuite on va retrouver nos derniers invités. Hyundai Clermont, Crédit Mutuel Massif Central, le Cosmo, Azur et la Coulisse vous présentent cette émission. On va parler du match de samedi avec les partenaires de la soirée. Moi, je voulais vous remercier, messieurs, car c'est grâce à vous qu'on a pu bien faire cette émission. Avec Marwan qui représente bien la société Azur. Bonsoir Marwan, applaudissements. Frédéric Ranchon, Crédit Mutuel. Fred, bonsoir. Georges Fernandez, qu'on ne présente plus, Hyundai Clermont. Et William Griot qui représente la société Batipro. Akad n'est pas là ce soir et tu le représentes. Prenez le micro, messieurs. Bon, vous êtes tous des fans de foot, vous aurez la chance d'être là samedi. Je vais attaquer avec toi, Georges. Ce match face au PSG, toi qui connais bien le football, on a besoin de points. Est-ce que les anciens de 97, les joueurs de 97, peuvent donner la potion magique pour remporter cette partie ? Alors déjà, bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais faire un petit aparté juste avant quand même, parce que tu as raison de dire que les partenaires, on est là pour ça, mais je voulais aussi te remercier, parce qu'on a passé une très très belle soirée avec tous ces jolis souvenirs. Et je me dis que l'émotion du futur match, j'espère qu'on aura la même. J'espère aussi. Ouais, voilà. J'espère aussi. Donc j'espère effectivement l'influx que vous allez nous amener, que Clermont pourra battre ce fameux Paris Saint-Germain le 9 avril prochain. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter effectivement que le beau jeu, pour une fois, l'emporte, parce que c'est bien de bien jouer, mais je crois que c'est surtout qu'il faut des résultats. Et j'espère que Pascal, il vous amènera la potion magique, aidée justement par les anciens et par les partenaires, tout simplement. Marwan, toi le football, tu l'aimes aussi, le beau football et un grand match comme ça. Je sais que tu as des enfants qui sont fans de football. J'imagine qu'on commence à parler de cette rencontre. Oui, moi j'étais tout gamin quand ce match a eu lieu. Donc c'est des souvenirs. Je suivais pas trop le foot en plus à l'époque, mais c'est des souvenirs de Clermontois. Et c'est là où la magie du sport opère. C'est que c'est des souvenirs qui sont tellement importants et aujourd'hui tellement gravés que même 25 ans après, ça réunit des générations entières. Et le 9 avril, on espère en tout cas moi, à titre personnel, j'espère que mes enfants pourront connaître ce genre de bonheur puisqu'ils jouent au Clermont Foot. Et je pense que c'est aussi important pour nous, spectateurs, d'avoir ce genre de souvenirs et de pouvoir les partager aujourd'hui avec ces anciens-là. Frédéric, ce match, tu soutiens le club toi aussi depuis de nombreuses années. Tu es sur le maillot avec le Crédit Mutuel et tu continues à les soutenir en Ligue 1, même si c'est un tout petit peu plus cher, le chèque à faire. Mais bon, il y a beaucoup d'émotions également. Oui, d'abord un vrai soutien, un soutien au niveau du club depuis 16 ans maintenant, donc dans les bons moments et dans les mauvais moments aussi, parce que le club, un club de football, il a des hauts et des bas. Et c'est vrai que finalement, in fine, on se rappelle que des bons moments. Et merci aux joueurs, aux anciens joueurs de nous avoir rappelé tous ces grands moments. Alors je vais me dénoncer, je fais partie des personnes à la 70e minute qui étaient place de Jaude et qui sont parties. Et j'ai terminé le match dans ma 205 XAD et j'ai fait l'erreur de ma vie. Bah oui. Donc je peux te dire, donc Jérôme, on en a un. Je peux te dire que pour cette fois-ci, je resterai jusqu'au bout, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un moment assez incroyable. PSG avec tous ces stars qui vient au Montpied. Qui va venir nous défier en Auvergne, un terre de football comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment un grand moment. Alors mon collègue disait tout à l'heure, il faut qu'on gagne. Oui, il faut qu'on gagne. Clermont Foot, il joue bien.
Déjà, on prend énormément de plaisir à les voir jouer, je trouve, sur cette saison. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. C'est vrai que si on avait une victoire, ça serait exceptionnel aussi. Et vraiment, on va être tous derrière eux, on va les encourager. Et je crois qu'à cause du PSG, je vais être obligé de changer mon portable. Il n'arrête pas de sonner. Oui, ça. On me prend pour je n'ai plus de place. Voilà, on J'ai me pas prend de pour la place. personne responsable de la billetterie, donc ça n'arrête pas de sonner. On a tous aura un peu le beaucoup même de chance problème. d'être là samedi 9 avril, effectivement, pour voir ce match. William, ton pronostic, toi qui aimes bien le football également, est-ce que tu te dis que les Parisiens, tout à l'heure je disais pendant l'interview avec Hervé Matou, le terrain champêtre. Bon, il n'est pas champêtre, mais eux quand ils vont arriver, ils vont avoir l'impression de jouer dans un terrain champêtre. Bah oui, effectivement. Stade. C'est pas le Parc des Princes, ça, c'est sûr. Mais bon, on sera tout cœur, tous ensemble en tant que partenaires derrière pour, on l'espère, une victoire parce qu'on a besoin de points pour le maintien. C'est quand même l'objectif. Au-delà de passer une belle soirée et de réunir les familles, les sponsors et les différents partenaires, on espère bien évidemment une victoire. Ben oui, samedi soir. Georges, les clés pour gagner. Si tu étais le coach, bon en plus il y a quelques blessures, bon ça va faire tourner un petit peu dans l'effectif. Les clés. Est-ce que le fait que Paris, s'ils arrivent un peu la tête ailleurs, je pense que les clés déjà, ça sera l'envie qu'on va montrer et on va faire les demi-temps, du moins en tout cas je l'espère, qui est quelqu'un qui nous mette un peu les buts. Hein, parce que quelque part c'est important le foot. On disait tout à l'heure, on parlait des défenseurs, mais Christophe peut-être. Il faut aussi des buteurs. Écoute, peut-être si Christophe t'as un petit moment, peut-être samedi, de faire rentrer à la 88e minute, on peut peut-être trouver une solution. Aucun risque. Aucun risque, voilà. Et après effectivement, c'est l'esprit de corps. C'est effectivement, il y avait 9000 en 97. Là, je suppose qu'il y aura 12 000 personnes. Et qu'on soit à l'unisson de la même façon et qu'on soutienne cette équipe et qui passe devant ce Paris qui soi-disant fait peur, mais qui est pas infaillible. Donc voilà. Christophe, on joue bien et on gagne contre les grosses équipes. Enfin, on arrive à gagner contre des grosses équipes. Oui, c'est clair que Pascal Gassien, depuis qu'il a pris cette équipe en Ligue 2, on voit vraiment la patte et le projet de jeu de Pascal Gassien. Je ne vais pas décliner là, mais comme tout le monde l'a dit, on prend du plaisir. Après, le football, c'est aussi une question d'efficacité dans les deux surfaces. Et qu'effectivement, ce mois de mars, ça nous a laissé un peu sur notre faim au niveau des points. Voilà. Si par contre, en début de saison, avant que le championnat ne débute, on nous avait dit... à la veille de recevoir Paris Saint-Germain, l'équipe n'est pas relégable et a encore toutes les cartes en main pour se maintenir, je pense que tout le monde en Auvergne et à Clermont aurait signé. Donc c'est le message positif qu'il faut souffler, de manière à ce que les garçons se transcendent sur ce match et les suivants, puisqu'après il y aura une semaine à 3 matchs. Voilà. Mais le beau jeu nous a quand même, au Montpied et ailleurs, permis donc les résultats que tu soulignes, gagner au Vélodrome et gagner à l'OM et à l'Alliance Riviera à Nice, mais également au Montpied, même en cas défaite. On a secoué Monaco pendant une mi-temps, on a battu Lille, on a posé des problèmes à beaucoup d'équipes. À Nice également, même à la maison, à domicile, 2 heures Rennes, défensives, etc. ouais. Donc il faut qu'on se mette un peu, comme l'ont souligné les partenaires, un peu plus maintenant en mode... guerrier entre guillemets, puisqu'on rentre dans le money time, mais que là 9 matchs de la fin, 8 matchs, il n'y en a plus beaucoup d'options, donc il faut bien jouer, parce que comme le souligne Pascal à chaque fois, il ne faut pas renier ce qui a fait notre force, et c'est ça qui nous permettra d'atteindre l'objectif, mais en y mettant quelques ingrédients supplémentaires. Après, tu parlais des blessés, mais oui, on l'a souligné tout à l'heure par rapport à notre épopée, c'est un groupe, hein, un effectif professionnel, c'est un groupe, ce n'est pas 11 joueurs, et ça va être justement l'occasion pour finir la saison que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et atteindre l'objectif. Bibo, toi tu vas le vivre comment ce match ? Moi je suis confiant, le PSG n'a jamais gagné à Clermont, ça ne va pas commencer le 9 avril. C'est vrai aussi. Donc je suis confiant, honnêtement. Confiant pour une victoire ou pour tenir un bon match nul ? On ne perdra pas. Voilà, on restera invaincu. Exactement. Face au PSG. Pourtant. Allez, un match nul contre le PSG. Un match nul, voire une victoire contre le PSG. Un point à Metz. Mal au cœur cette équipe avec les résultats qu'elle a eu, le jeu qu'elle a produit. Puis ils sont pratiquement champions. Donc, ils méritent de se maintenir, clairement, vraiment. C'est vrai. Ah non, mais tu parlais de. Oui, bien sûr, clairement, Paris, je m'en fous un peu. Ils s'en foutent un peu. Mais voilà, si on se projette un petit peu, Marwan, sur les futurs points à prendre, pourquoi pas. Eh bien, le match nul face à, pourquoi pas à Paris, aller prendre des points à Metz. Moi, je suis à 3, je suis sponsor, gagner Angers. Je suis chef d'entreprise, je suis combattant et je pense qu'il faut aller chercher les points, tous les points. Tous les points. Voilà. Et je pense que. Et tu y crois ? Ouais, je pense que Paris, il y a quelque chose à faire parce que
On est dans le rôle du petit poussé. C'est toujours plus facile, je pense, d'aborder un match comme ça parce qu'ils peuvent le prendre un peu par-dessus l'épaule et qu'on a peut-être un vrai coup à jouer. Et on a tendance à dire que le rugby est un sport de combat. Je pense que le foot est un sport de contact. Donc comme disait Georges, en fonction de l'agressivité qu'on y mettra, je pense que si on les bouscule très fort d'entrée de jeu, on peut avoir notre place. Ouais. Frédéric, toi aussi, Oui, j'ai cette analyse. Je partage l'analyse. Je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe, déjà. Il faut y aller. Certains matchs, on a prouvé qu'on était capable d'aller gagner à Nice, qu'on était capable d'aller gagner à Marseille. Il faut jouer, on est chez nous. On n'a pratiquement rien à perdre, on ne peut que gagner des points et on a besoin de points aujourd'hui. Donc je suis assez confiant aussi et il faut que les joueurs se mettent en mode un petit peu guerrier, je reprends l'expression, et puis avec un public qui va pousser très très fort derrière. Il y aura beaucoup d'ambiance en avant-match et pendant le match et j'espère après le match. Allez, on va terminer avec les pronostics, William. On se mouille un petit peu. On se mouille, une victoire de Clermont 2-1. 2-1. Marwan. Moi, je vais être sage, je vais dire 1-0 pour Clermont. C'est bien. Fred. Je fais du 1-0 pour Clermont. Aussi. Georges. Moi, je vais me rappeler toi, 97. Pas timide, on va faire quelque part prolongation, bien sûr. D'accord. Oui, tir au but. Tir au but. Oui. Normalement, on doit passer. Mais on passe. Non, mais j'aimerais bien un petit 3-1, ça serait sympa. Un peu de spectacle avec des buts, avec tout ça, et que ça donne des vraies envies, et que justement, nos Clermontois ne sélectionnent pas que certains matchs, mais qui viennent toute l'année au match. Donc ça, c'est important aussi, parce que Paris, c'est une fête, mais les 19 autres matchs, c'est également une fête, et que tout le monde participe, qu'on soit une vraie ville de foot. Oui. Voilà. Mais on l'est un petit peu quand même. Qu'on soit une vraie ville de foot, j'insiste bien sur les mots. Oui. Mais c'est en train de monter en puissance. Bibo, ton 2-0. 2-0. Je tenais à vous remercier toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette émission. Je remercie une nouvelle fois Bibo, le Cosmo, de nous recevoir ici. Merci à nos partenaires. Merci aux joueurs. Merci à Isabelle, Eric, Sam, Stéphane, Philippe, Vincent. Et encore merci Bibo. Et on se dit à très vite et on espère un très beau match et une victoire face au PSG. Voilà, belle soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont présenté cette émission. Le Cosmo, La Coulisse, Crédit Mutuel Massif Central, Batipro, Azur et Hyundai Clermont, partenaire officiel d'Auvergne Légende du Sport.